En 2022, l'élection présidentielle vous a été volée. Emmanuel Macron a évité tout débat pour assurer sa réélection. En 2027, ce même bloc central va tout tenter pour nous réimposer un nouveau candidat du centre pendant 10 ans. Après des années à investiguer sur l'extrême gauche, Frontières va désormais enquêter sur le bloc central. Déclassement social, submersion migratoire, insécurité débordante, voilà le vrai bilan des macronistes. Et ses héritiers, Gabriel Attal et Édouard Philippe, veulent poursuivre cette politique chaotique. Dès septembre, Frontières sera présent à 360 pour vous couvrir chaque meeting, chaque sortie médiatique ou chaque polémique sur les réseaux sociaux afin de vous dévoiler des faits qu'aucun autre média ne vous révélera. Pour que plus jamais la Macronie ne puisse arriver au pouvoir. Alors, c'est le moment de nous aider. Faire des enquêtes a un coût. Déplacement, matériel, procès, prise de risque. Et pour cela, on a besoin de vous. Faites-nous un don défiscalisé à hauteur de 66%. Chaque geste a son importance. Comptez sur nous. Soutenez Frontières. Bonjour à tous, plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Frontières. Bonjour Eric Legner. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Vous l'avez entendu, on en parlait avec Pascal à l'instant, vous allez encore entendre un témoignage absolument hallucinant grâce à Jules Laurent de 100% Frontières. Et je rappelle la une de Frontières qui sortira début juillet, c'est pédocriminels parmi nous. Et là vous allez entendre une situation invraisemblable. Une maman signale des viols contre son enfant. Des viols contre son enfant de la part du père. Donc on est dans un cas d'inceste. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, l'enfant est retiré à la mère et confié au père. Alors même que la petite fille dit que son papa s'en est pris à elle dès l'âge de 4 ans. Bon. Et donc, la décision, il y a eu 3 plaintes. Ça fait partie des plaintes réexaminées parmi les 70 000. Eh bien, la décision judiciaire, c'est de retirer la garde à la mère et de le confier au père en disant la maman ment, la petite fille ment, alors même que des psychanalystes se sont penchés sur cette histoire. Vous allez tout nous raconter, Jules Laurent. On va entendre le témoignage édifiant de cette mère qui rentre dans les détails de ce que la petite fille a subi. Mais au bout d'un moment, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. C'est comme autour de l'affaire du périscolaire. On a du mal parfois à dire les choses, mais c'est l'innommable quand on s'en prend à des enfants entre 3 et 5 ans. On en parle juste après le journal de Somaya. Le rail en surchauffe, plusieurs trains de banlieue supprimés, de grosses perturbations sur le RERC. D'autres perturbations ont vu dès cet après-midi dans les transports parisiens. Les lignes 5, 6, 8 et 13 du métro risquent de tourner au ralenti en cas de hausse de température sur les rails, tout comme sur les lignes de tramway. À la une également, près de 70 000 foyers privés d'électricité en Bretagne. En cause, un incident sur un transformateur. Les opérations de sécurisation et de rétablissement sont toujours en cours selon le préfet du Finistère. Pas de retour à la normale avant la fin de la journée, a-t-il précisé. Et puis, coup d'envoi des soldes d'été, des soldes perturbés par ce gros coup de chaud. À Rennes ou Nantes, des événements commerciaux en centre-ville ont été reportés, alors que dans le même temps, depuis le début du pic de chaleur, la fréquentation des centres commerciaux est en hausse de 4%. Pour parler de l'actualité ce matin, comme tous les matins, Hélène Rouet et Jules Torres de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour, Jules Laurent, je vous ai présenté de la rédaction de 100% Frontières. Bonjour à tous les trois. Julien Audoul, député du Rassemblement National, Sabrina Medjeber et Éric Revel, qu'on voit régulièrement dans notre émission. Hier, Gérald Darmanin était donc chez Pascal Praud pour annoncer des sanctions et on voit qu'il a envie de sanctionner la magistrate du tribunal d'Auch qui a failli dans l'affaire Liana. Et il y a déjà 2 gendarmes qui ont été multés et on pense que parmi ces 2 gendarmes, il y a celui qui a mal répondu à la maman de Rosa, qui appelait pour savoir où en était sa plainte, alors que la petite Rosa a subi 50 viols de Jérôme Barella, le même homme qui a tué et violé Liana. Et en fait, on voit que c'est un système. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas individuel, c'est un système. Les défaillances, elles sont partout. Elles sont dans le périscolaire, elles sont dans l'aide sociale à l'enfance et elles sont dans plein d'autres histoires. Racontez-nous, Jules Laurent, ce qui s'est passé pour le témoignage que vous avez recueilli ce matin. Le témoignage que vous allez entendre, c'est celui de Sophie qui raconte comment elle a perdu la garde de sa fille après avoir dénoncé le viol de son ex-conjoint directement sur sa fille. Ce viol a été raconté par sa petite fille qui avait 4 ans à l'époque. On est en 2020. Finalement, c'est au moment où elle, vous savez, son ex-conjoint la ramène la petite fille à sa maman. La maman va constater des inflammations, ces parties intimes qui sont abîmées, qui ont certaines séquelles. Elle va donc comprendre que l'irréparable a été commis et elle va dénoncer, porter plainte après que sa fille lui ait raconté
tout ce qui s'était passé avec son père, et sa fille de 4 ans dénonce effectivement un viol. Et il faut comprendre que tout ça, nous, on a reçu les plaintes, on a constaté toutes les plaintes qui ont été données, qu'il y a eu une expertise de victimologie qui a été faite et qui conclut et qui atteste que la parole de la petite fille était vraie, et que depuis, cette petite fille, elle refuse d'être au contact des hommes, elle se blesse elle-même, elle se tape la tête contre les murs, elle refuse de prendre des douches, et donc elle est complètement traumatisée, et on a affaire à une mère qui a donc perdu la garde de sa fille après le viol de sa fille par son ex-conjoint. Elle témoigne pour 100% Frontières. Et c'est là qu'on voit que c'est un système. C'est-à-dire que vous pouvez sanctionner une magistrate à Auch, 2 gendarmes, ça ne sauvera pas nos enfants. Donc écoutez le témoignage de cette maman. Papa m'a tapé la nuit. Papa m'a mis une petite bille et une grande bille dans ma nuit pendant que je dormais. Elle a dit aussi, ça m'a fait mal, je lui ai demandé d'arrêter, mais il n'a pas voulu. Ça me faisait mal pour faire pipi. Et elle a expliqué, il me demandait de prendre la douche avec lui. J'avais son zizi juste devant mes yeux. Elle l'a dit aussi devant plusieurs proches. Et elle n'avait même pas encore 4 ans. Moi, qu'on m'a réduite à une mère trop fusionnelle, trop protectrice, trop marquée par son propre vécu. Cette même experte a dit que je n'aurais jamais dû porter plainte, que ma fille aurait appris à vivre avec. Mais cela, bien sûr, n'apparaît pas dans les rapports. Ma fille est sortie traumatisée de cette expertise en me disant « Maman, la dame, elle n'a pas arrêté de dire que l'histoire de ma Mimi, c'est pas vrai. Maman, la loi, elle est comme la dame, elle ne me croit pas parce qu'elle me force à voir mon père. Et à l'avoir au téléphone alors qu'il m'a fait du mal. Elle n'avait que 5 ans. » Donc, vous vous rendez compte de ce qu'on entend. Elle a quel âge, cette petite fille, aujourd'hui ? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Elle a 8 ans aujourd'hui. Donc, ça s'est passé depuis l'âge de ses 4 ans. Exactement. Et ça s'est arrêté quand ? On sait à quel moment la maman a décidé de porter plainte. Enfin, ça s'est arrêté quand ? On n'en sait rien, puisque à l'heure qu'il est, elle est toujours avec son père. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle plainte qui a été faite, c'est la 4e qui est faite sur ce sujet, parce que on a une maman dont la fille est toujours traumatisée et qui continue, comme je vous l'ai expliqué, à refuser d'aller voir les hommes, à refuser de prendre une douche avec son père, à se faire mal, à se mutiler directement sur les bras. Et c'est vrai que cette maman, elle est complètement désemparée quand elle nous en parle au téléphone, parce qu'elle s'est retrouvée face au mur de la justice, qui par 3 fois avait eu des procédures pénales qui reconnaissaient finalement que sa fille avait été victime finalement de sévices, mais dont elle a perdu progressivement la garde au profit de cet ex-conjoint. Donc il y a quelque chose d'assez incompréhensible de la part de la mère, et qui raconte également, ça c'est un moment qui est très saisissant, le moment où elle a appris qu'elle perdait la garde de sa fille parce qu'elle était au commissariat en train de porter plainte, et finalement elle va se rendre compte qu'il y a une perquisition de police qui lui disent que maintenant la fille va être placée directement chez son ex-conjoint, dont la fille l'accuse de viol. On va donc écouter cet extrait où effectivement elle raconte que sa fille lui est retirée de force. On dit que je l'enferme dans une bulle. On transforme son refus de voir des adultes qui l'insécurisent en preuve contre moi. Alors même que ma fille voyait du monde, qu'elle était sociable, qu'elle n'était pas isolée. La juge des enfants valide alors un placement chez son père. À ce moment-là, elle se met à hurler dans le bureau qu'elle ne veut pas aller vivre chez lui, qu'il lui a fait du mal, et elle les supplie. À ce moment-là, elle fait de nouveau une crise d'extrême violence, plus forte que d'habitude. J'ai dû appeler le SAMU parce qu'elle hurlait tellement fort qu'elle voulait mourir pour ne plus jamais voir son père. Elle se débattait pour chercher réellement à se faire du mal. Le SAMU me conseille alors de l'emmener aux urgences. Là-bas, on doit lui donner des anti-anxiolytiques. Et on me conseille ensuite d'aller déposer une main courante pour consigner ce qu'il s'est passé ce jour-là. Le lendemain, je me rends donc au commissariat. À ce moment-là, il y a une sonnette caméra reliée au téléphone. Une vingtaine de personnes sonnent devant mon domicile. Au moins 15 policiers et le service éducatif. Ne répondant pas, l'éducatrice m'appelle pendant que je suis au commissariat. Je comprends alors que je n'ai plus le choix, que ma fille va devoir être remise à celui qu'elle ne veut plus voir. 2 éducatrices arrivent au commissariat pendant que je suis dans le bureau et que ma fille se trouve avec la dame de l'accueil. J'entends mon enfant hurler. « Non, je vous en supplie, ne m'emmenez pas chez mon père, il m'a fait du mal. Il va recommencer à me faire du mal. Je veux mourir. Je vous en supplie, ne m'emmenez pas. » Pour que les téléspectateurs ne soient pas surpris, Jules Laurent, on a compris qu'elle lisait un texte, cette maman, parce qu'elle est tellement traumatisée qu'elle n'arrive pas à trouver les mots. Donc elle a préféré, enfin elle les trouve, mais à l'écrit, et elle a préféré s'assurer de chaque mot qu'elle disait en l'écrivant
avant de vous accorder cet entretien. Exactement, et c'est un texte en fait qui prend les verbatims qui sont directement issus de la plainte qu'on a pu consulter. Donc tout ça corrobore et on voit bien que là elle dénonce finalement le fait que la justice a considéré qu'elle serait une mère aliénante, une mère qui finalement surprotégerait son enfant par rapport à ce qu'elle dénonce, le viol. Et peut-être pour avoir une situation très actuelle, là elle nous a expliqué qu'elle a pu voir son enfant finalement la dernière fois en avril et que là la prochaine fois qu'elle est autorisée à lui parler, c'est simplement en septembre à travers un coup de fil. Donc on voit que cette question finalement des violences sexuelles aux enfants, on a aujourd'hui une mère qui, en fait, la prochaine fois qu'elle peut parler à son enfant, dont l'enfant a été victime de viol, et ben c'est en septembre à travers un coup de fil. Donc on est complètement dépassé. Et qu'on soit bien d'accord, cet enfant, à l'heure où on se parle, cette fillette donc de 8 ans, est toujours sous la garde de son père. Tout à fait. Moi, ça me rappelle Stéphie Alexandrian, qu'on va écouter dans une seconde. Parce que quand on écoute ça, on peut se dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben, vous prenez le cas de Stéphie Alexandrian, qui est maintenant assez connue médiatiquement, qui est la fondatrice de l'association Carl. Elle s'est fait violer toute son enfance par son père. Son père, il fait 1 an de prison. Il a aussi violé son frère Karl, qui depuis s'est donné la mort. Il n'a jamais été condamné pour ce qu'il a fait à son frère Karl. Pire, il avait des autorisations de parloir avec ses fils quand il était en prison, dont l'un souffrait de handicap. Et puis, il sort de prison au bout d'1 an. Il refait sa vie avec une nouvelle femme et aujourd'hui, il a la charge d'un enfant de 10 ans alors qu'il a violé ses 2 aînés. Voilà l'histoire de Stéphie Alexandrian. Éric Tegner. Donc, c'est très bien de sanctionner les magistrats, ça change. Une magistrate, en l'occurrence, à Auch. Mais ça ne réglera pas le problème. Parce que c'est votre ces pédocriminels parmi nous. C'est pas en sanctionnant une magistrate qu'on va régler un problème systémique de laxisme, de manque de moyens, de manque de volonté politique. Oui, parce qu'en fait, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ce témoignage, il est bouleversant. Mais dans notre magazine, j'ai envie de vous dire, des témoignages comme ça, il y en a des dizaines, malheureusement. Et en ce moment, pourquoi est-ce que les familles des victimes, les parents sont terrorisés ? Parce qu'ils voient qu'on ne parle de ce sujet que parce que Liana est morte, en fait. Parce qu'elle a été tuée. Mais tant qu'il n'y a pas de mort, en fait, personne ne se réveille. Et le deuxième élément, c'est qu'ils ont presque l'impression, à un moment, qu'il vaut mieux qu'ils ne portent pas plainte. Parce qu'au moins, ils seront proches de leur enfant. Parce que sinon, on peut leur priver. Parce qu'ils peuvent se retrouver dans une situation où ils se disent, finalement, ma plainte a empiré les choses, plutôt qu'elle a sauvé l'enfant parce que le système, il est mal fait. Et ensuite, il y a le troisième volet, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfant. C'est-à-dire que soit, finalement, c'est le père qui, pourtant, est accusé d'inceste, eh bien, qui a la charge de l'enfant, soit on va le placer dans des institutions où on peut tomber dans des réseaux de proxénétisme, où on peut se faire violer, y compris même quand l'enfant ne l'a jamais été auparavant dans sa famille. C'est un système, Julien Audoul, c'est un système défaillant qui met en danger nos enfants. Oui. Les défaillances, et je déteste ce terme, ne sont pas que dans l'affaire Liana. Quand dans le périscolaire, vous avez un homme qui est visé par une plainte pour inceste de la part de son fils et qui est toujours animateur avec des enfants de 3 à 5 ans et qui fait 9 victimes, c'est pas la magistrate d'Auch. Donc c'est très bien de sanctionner une magistrate et 2 gendarmes qui ont failli. S'ils ont failli, aucun problème. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Le témoignage de cette maman est bouleversant et révoltant. Et il dit quoi de notre société ? Il dit déjà que ce n'est pas qu'un problème de moyens. Elle s'est retrouvée devant une juge. Il y a une juge qui a pris la décision de mettre sa petite fille, dans les bras, de la confier à son prédateur, à un pédocriminel. Encore une fois, ce n'est pas un problème de moyens. C'est une idéologie, d'une qui a une absence totale d'empathie, qui ne considère pas la parole de l'enfant. Et combien d'enfants aujourd'hui sont laissés sous la menace d'un pédocriminel ? Combien de centaines de milliers d'enfants en France subissent ce genre de situation ? Et effectivement, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu le drame de la petite Liana. Mais il n'y a pas qu'un système, il y a aussi un climat médiatique, un climat qui a fait quelque part l'éloge de la pédocriminalité. Quand vous avez des gens comme Daniel Cohn-Bendit, qui a eu pendant des années des tribunes, du papier, des émissions sur d'autres chaînes, Daniel Cohn-Bendit qui faisait de l'éloge de la pédocriminalité, qui était fier de dire qu'une petite fille de 5 ans qui vous déshabille, c'est extraordinaire, qu'on pouvait avoir des relations charnelles avec les enfants. On a des gens comme ça qui ont été encensés par toute la gauche, par le milieu médiatique, à qui on a donné la possibilité de déverser ce genre de choses.
Donc comprenez que partout en France, il y a des criminels qui ont pu aussi être influencés, te dire que c'est pas grave de toucher un enfant, c'est pas grave de faire des attouchements. C'est pas grave puisque vous êtes relaxé par la justice plus récemment dans le périscolaire. C'est pas cher payé. Exactement. Si vous n'êtes pas relaxé, les réquisitions c'est 1 an sous bracelet électronique. 1 an sous bracelet électronique pour les agressions sexuelles de 9 enfants. C'est pas cher payé. Hein. C'est open bar pour les pédocriminels dans ce pays. Ce qui dit ce laxisme, ça dit que la vie d'un enfant, ça ne compte pas. Écoutez cette maman qui a déposé une nouvelle plainte et qui espère que cette nouvelle plainte fasse partie des 70 000 plaintes réexaminées. Et parmi ces plaintes réexaminées, je rappelle qu'il y a déjà quasiment 140 détentions provisoires. Donc on avait 140 pédocriminels présumés dans la rue, dans la nature, avant qu'elles ne soient réexaminées. Donc là aussi, défaillance majeure. Écoutez cette maman une dernière fois. Une nouvelle plainte est déposée, car ma fille, en grandissant, me précise « Maman, il m'a touché ma nuit avec ses doigts », tout en mimant des gestes qu'elle ne pouvait inventer. Et malgré les signalements, malgré les certificats des urgences, malgré un dessin qui montre ce que son père lui a fait et lui mettant des menottes pour qu'il aille en prison, malgré les informations préoccupantes, malgré les enregistrements où l'on entend mon enfant hurler, là encore la procédure est classée sans suite. Mes droits sont appliqués de façon fluctuante, opaque, instable. Des droits écrits sont accordés, des droits écrits médiatisés bien sûr, puis plus rien. Des courriers ne sont pas transmis. Des appels sont annoncés, puis suspendus. Le père ne répond quasiment jamais quand je demande des nouvelles. Je n'ai que très peu de nouvelles de ma fille. Les seules nouvelles me parviennent la seule heure dans le mois où je peux la voir, mais qu'elle se sent restreinte de me parler par la présence d'une éducatrice et d'une psychologue. Et même les cadeaux que je lui fais ne lui sont toujours pas transmis. De simples photos d'elle avec ses proches du côté maternel ont même été jugées trop émotionnelles pour lui donner. Petit à petit, j'ai eu de moins en moins accès à mon enfant, moins d'informations sur sa vie, moins de possibilités d'exister comme sa mère, alors même que mon enfant ne voulait pas être séparé de moi, alors même qu'elle continue de réclamer sa maman. On est sur un cas... j'ai même pas les mots. C'est tellement hallucinant, Hélène Rouet. C'est tellement hallucinant. Enfin. C'est très, très, très difficile de commenter ce genre de témoignage parce qu'il n'y a rien de plus fort, en fait, en termes d'injustice, en termes de souffrance, Et en fait, le vrai problème, c'est que la souffrance, elle continue. Si cette petite fille est véritablement encore chez son père, en fait, je vais pas vous mentir, on commence un peu à être dépassé, en fait. Parce que entre l'IANA, le périscolaire, il y a des affaires qui arrivent tous les jours, et pas qu'à Paris. Il y a encore 5 jours, il y a 2 personnes à Angers qui ont été mises en cause pour violences sexuelles et pour viol. J'ai vu hier, pareil, à Divonne-les-Bains, un animateur qui a été écroué pour le viol d'une enfant de 4 ans. Pareil, dans le périscolaire. On a mentionné hier, avec le témoignage très fort de Jules, sur l'ASE. En fait, j'ai appris grâce à Jules, hier, parce qu'il faut quand même dire ce chiffre, qu'il y a plus de 20 000 enfants qui font partie d'un réseau de proxénétisme, dont 80% sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Ça ne concerne que les petites filles. Non mais, ça compte même pas les garçons. Ça compte que les petites filles. Donc dans ce pays, vous avez 20 000 petites filles qui sont dans un réseau de proxénétisme. Plus, sans doute. Mais non, mais c'est un truc de taré, en fait. Ce pays est fou. Ce pays est incapable de protéger ses enfants. Pardon, Hélène. Et partout où on regarde, moi je pense qu'il y a tellement d'histoires dont on n'est pas au courant, que ce soit à des réseaux, dans des écoles, dans des infrastructures sportives aussi. C'est quelque chose, pour le coup, qui n'est pas encore remonté, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Partout où on regarde, que ce soit dans les foyers, dans toutes les infrastructures qui aujourd'hui protègent, s'occupent plutôt de nos enfants, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien. Les parents doivent se sentir absolument terrorisés, en colère, et en fait vous vous dites mais je ne peux plus jamais confier mon enfant à quelqu'un, jamais, que ce soit une infrastructure privée, une nounou privée, que ce soit je peux pas l'emmener à l'école le matin, parce qu'après comment vivre avec non seulement ce traumatisme et par ailleurs la culpabilité que vous avez en tant que parent, c'est juste on fait comment demain, on fait comment. Écoutez donc Stéphie Alexandrian qui était avec nous hier soir, et d'ailleurs je vous remercie de nous avoir regardé en nombre hier pour cette émission spéciale L'État incapable de protéger nos enfants. Donc Stéphie Alexandrian, victime d'inceste, son frère victime d'inceste, il se suicide, le père fait seulement 1 an de prison et aujourd'hui il a refait sa vie et il a la garde d'un nouvel enfant de 10 ans. Voilà l'état de la justice, et évidemment on peut faire le parallèle avec ce qu'on vient d'entendre. Écoutez-la. Reste qu'effectivement, je pense que la question de la volonté politique aujourd'hui se pose et du courage. Moi, j'ai longtemps dit ces dernières années que le courage n'était pas français. Non pas parce que les Français ne le sont pas, mais parce que je me sens souvent très seule. Alors qu'en réalité, il y a une vraie volonté sociétale. Je crois qu'il est temps que les politiques soient à la hauteur de cela, quels qu'ils soient. Pour ma part, ce que je voulais dire, quand vous entendez le coach sportif dire « dans ma tête, c'était pas possible »,
C'est ce qu'on se dit, nous, en tant qu'adultes, quand on a un doute. Et je voudrais rappeler quand même aux Français qui nous écoutent, parce qu'ils sont nombreux, et je crois qu'ils doivent l'entendre, c'est possible. Voilà. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible. Arrêtez de vous dire je peux pas y croire. Ces violences, elles existent, c'est possible. Le deuxième point, et je ferai très court, c'est que j'entends parler de meurtres, d'horreurs, etc. Et finalement, on attend d'en arriver à Lola dans des conditions qui donnent la nausée, à Liana. Enfin, je veux dire, c'est abominable. Mais il y a une autre réalité qui est abominable. Et moi, ce sont des milliers de victimes qui m'écrivent aujourd'hui, et je dois porter leur voix devant vous et devant surtout les milliers de Français qui nous écoutent. C'est que je vois pas en quoi c'est plus horrible d'être tué par un homme prédateur que finalement que cet homme prédateur vous amène à vous ôter la vie tant ce qu'il vous a fait est horrible. Bien sûr. Et ces violences-là, ces meurtres-là, en partie, pas au sens du code pénal, mais je crois qu'il y a aussi un côté assassin dans tout ça. Je crois qu'il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, parmi les milliers de Français qui nous écoutent, il y en a je ne sais pas combien qui ont envie de s'ôter la vie. Et ça, je crois qu'il faut l'entendre. Aujourd'hui, on tue des enfants par notre inaction, par notre lâcheté, par notre incompétence et par notre incapacité à reconnaître le manque de moyens là où il est. Et le manque de moyens, c'est aussi un manque de volonté. Je ne serai pas plus long. C'est très fort ce que disait Stéphie Alexandrian. Le manque de moyens, c'est aussi un manque de volonté. Je rappelle qu'elle a perdu son petit frère. Je rappelle que sa maman s'est suicidée aussi ensuite et que son père a la charge d'un enfant de 10 ans. Oui, Eric Tegner. Et que le juge qui a pris cette décision est aujourd'hui vu comme le juge qui lutte contre les violences faites aux mineurs. Le juge qui a pris la décision d'autoriser donc le parloir avec les frères de Stéphie Alexandrian et donc le père qui était à ce moment-là en détention et qui n'a fait qu'un an, c'est le juge Durand qui est vu comme, et c'est là où je tombe de ma chaise, c'est-à-dire que si même le juge qui est vu comme le numéro 1, puisqu'il est l'ancien patron de la Civise, comme le numéro 1 de la lutte contre les pédocriminels, a autorisé un parloir entre le père incestueux et les fils au moment de sa détention, on peut tomber de sa chaise. Mais ce que je veux vraiment dire ce matin, c'est que c'est un système, Sabrina Medjeber. Oui, c'est un système. C'est ça qu'on cherche à démontrer ce matin. C'est un système dont nous héritons, comme l'a dit Julien Audoul, une idéologie libérale, libertaire, post-68arde, qui en effet a érigé la pédophilie comme une sorte de banalité sociale ou d'une jouissance finalement personnelle ou collective. Parce que je rappelle également le livre de comment s'appelle-t-elle ? Camille Kouchner, Familia Grande, qui a pris la parole récemment pour parler de l'immobilisme criminel de la part de la magistrature. Donc nous sommes aujourd'hui en train de refermer cette fenêtre d'Overton qui a banalisé la pédocriminalité depuis des dizaines d'années. Et malheureusement, on va parler de Gabriel Matzneff, il y en a d'autres. Vous avez cité Cohn-Bendit et tant d'autres, évidemment. Donc nous sommes en train de refermer cette fenêtre d'Overton grâce aux médias, grâce à vous, grâce aux reportages, grâce en effet à la puissance de nos propos en lutte contre finalement cette pédomagistrature qui autorise, qui facilite malheureusement la possibilité pour des parents criminels de pouvoir abuser de leurs enfants. J'écoutais également dans un autre registre la mère d'Elias citer aujourd'hui les noms des magistrats et je pense qu'il est temps aujourd'hui d'ériger une sorte de mur des comptes, de nommer les magistrats qui permettent précisément la continuité de cette pédocriminalité et de ce système que l'on voit à travers les ASE où 20 000 enfants sont prostitués. Parce qu'il faut voir également que, comme disait Maître Hamas, vous avez des enfants aujourd'hui, je cite ces mots, qui ont 11 ans, qui ont des MST. Voilà où en est aujourd'hui l'état de l'enfance, de la situation de l'enfant dans les ASE. Il y a des enfants de 10, 12, 13 ans qui sont prostitués par des enfants également de 12, 13, 14 ans. Il faut écouter ce que dit Mourad El-Khattab, il faut écouter ce que dit Karl Zéro, il faut écouter ce que dit Maître Hamas sur ce sujet. Ça fait des années qu'ils se battent. Rien. Ils comprenaient pour des conspis. Absolument. Pour des conspirationnistes. Absolument. Et comprend pour des conspirationnistes, en effet, parce qu'ils dénoncent cette pédocriminalité. On va se retrouver dans un instant, on va continuer à en parler. On a un autre exemple de défaillance de la justice. Une maman suisse qui vient à Paris, qui est victime d'un viol, et son agresseur a été condamné pour agression sexuelle à 2 ans de prison avec sursis. Voilà. Donc on reconnaît le viol, on dit agression sexuelle, 2 ans de prison avec sursis, donc il ne met pas un pied en prison. Et puis on a ce qui s'est passé autour du périscolaire avec une réunion d'information qui a tourné donc à l'Esclande parce qu'il y a des parents en fait qui sont en colère et qui n'en peuvent plus. Donc là encore, les révélations de Jules Laurent dans une seconde. Bien sûr. De retour dans 100% Frontières, l'État incapable de protéger nos enfants après avoir parlé de ce qui s'était passé pour cette maman qui a eu la garde de son enfant retirée alors même qu'elle dénonçait des viols de la part du père et cette petite fille a été confiée à son père. Enfin, c'est proprement hallucinant. On va parler du périscolaire parisien avec des nouveaux témoignages récoltés par Jules Laurent, plutôt des enregistrements d'une réunion qui a mal tourné parce qu'en fait les parents sont à bout évidemment. On en parle après le journal de Somaya.
Les chantiers arrêtés dans l'après-midi dans plusieurs départements placés en vigilance rouge. C'est le cas en Haute-Garonne, dans le Puy-de-Dôme et plusieurs départements franciliens. Une initiative gouvernementale pour protéger les salariés de cet épisode de canicule historique est annoncée hier par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Autre conséquence de la véritable fournaise qui s'est abattue sur la France, une alerte rouge à la pollution aux particules déclenchée dans plusieurs départements d'Occitanie et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En cause, un air chargé en poussière désertique. Conséquence, les populations vulnérables sont invitées à rester à l'intérieur quand elles le peuvent et à éviter les efforts physiques. Et puis, il va falloir prendre votre mal en patience après une pause relative. Une troisième canicule très probable jusqu'au 14 juillet. C'est sur ce scénario que travaille actuellement le gouvernement, annonce ce matin la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, qui réclame, je cite, de vrais budgets pour l'adaptation au réchauffement climatique. Somaya, on parle donc du périscolaire avec, vous allez voir donc une réunion d'information dans une école maternelle alors que la directrice établit un état des lieux de la situation des agressions sexuelles dans le périscolaire parisien. Une maman l'interrompt pour évoquer l'absence totale de communication et d'information entre l'école et les parents. Donnez-nous un peu de contexte et on ne nommera pas l'école de manière consciente et délibérée. Exactement. Donc c'est des enregistrements qui nous ont été transmis par les parents eux-mêmes. C'est une réunion d'information qui a eu lieu début 2026. C'est les parents qui ont enregistré eux-mêmes parce qu'ils voulaient que leurs paroles justement restent. C'est-à-dire que ce qu'ils ont pu dire à leur directrice, que ce soit pas tronqué, qu'il y ait une véracité là-dedans. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend des parents qui prennent la parole de façon médiatique. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très immersif. Vous allez voir une classe finalement avec une directrice qui va donner des éléments de langage par rapport à la situation du périscolaire et des parents qui vont être excédés d'avoir finalement ces éléments de langage et de ne pas avoir la réalité politique, de ne pas avoir les violences qui soient nommées directement. Et nous, ça fait plusieurs réunions périscolaires qu'on suit avec 100% Frontières, des réunions dans le 12e, dans le 13e, dans le 15e, là où ça a vraiment été un grand scandale. Et finalement, on a toujours ces parents qui en ont marre finalement de l'omerta et d'avoir face à eux soit des responsables politiques, soit des directrices qui ont du mal à nommer rien que le mot violence au sein finalement des réunions d'information et des états des lieux qui sont faits. Alors voyez donc ce premier enregistrement de cette réunion. La brigade des mineurs est saisie, elle va faire son enquête. À partir de là, la ville de Paris va communiquer à la police tous les éléments dont elle a possession pour faciliter l'enquête. Mais à partir du moment où la brigade de protection des mineurs se saisit de l'affaire, nous n'avons plus d'informations après, ni sur le contenu de l'enquête, ni à quel moment elle va se terminer. Ni ce que les policiers sont en train de découvrir. Des informations, vous en aviez eu avant. Alors, on va... Je finis juste le... Non, en fait, moi, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, vous voyez, moi, j'ai des enfants qui m'attendent à la maison. Et là, vous nous en fumez. Clairement. Vous êtes en train de nous expliquer des faits qu'on connaît déjà. Voilà, on sait très bien. Vous vous excusez, moi, j'en ai rien à faire. On s'excuse quand on est en retard. Là, on parle pas de ça, là. D'accord ? Là, en fait, on parle d'enfants qui sont meurtris dans leur chair. On ne parle pas d'agression à caractère sexuel. Il faut être clair, on parle de viol. Vous connaissez la différence ? Vous connaissez la différence ? On parle de pénétration. Moi, je dis les mots, j'appelle un chat et j'en ai rien à faire de vos rapports, en fait. Et de vos excuses. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, Éric Revel. Au bout d'un moment, il faut nommer les choses. C'est-à-dire que agression à caractère sexuel, tout est fait pour euphémiser ce qui s'est passé. Il y a des enfants de 3 à 5 ans qui ont été violés, d'accord ? C'est ça qui s'est passé, en fait. C'est hallucinant, la non-responsabilité politique de la mairie de Paris au sens large. Pardonnez-moi, là, je pense que c'était une élue qu'on entend... Non, directrice. Directrice de l'établissement. Bon. En fait, ces gens minimisent. Vous savez... Sébastien Lecornu, il a eu une phrase que j'ai trouvée très juste. Il a dit « la chaîne de protection a failli ». Alors moi, je vais étendre cette déclaration à cela. Mais je vais vous expliquer. Ce qu'on attend d'un Premier ministre, c'est pas qu'il fasse un constat. Je pense que la fête de la musique s'est bien passée. C'est qu'il agisse. Parce que quand vous parlez de chaîne, une chaîne, c'est fait avec des maillons. Donc ce que les Français aimeraient maintenant voir, c'est pas le constat du Premier ministre. Est-ce qu'il aurait fait ce type de déclaration si on n'était pas tombé dans les scandales qu'on connaît dans le périscolaire ou dans l'affaire Liana ? Ma réponse, c'est non. Il n'aurait pas fait cette déclaration. Et puis, pardonnez-moi, tout à l'heure, moi, j'ai été, au-delà du témoignage de Sophie, la mère de cet enfant qui aujourd'hui a 8 ans, évidemment, on est en colère, on est bouleversé. Mais vous avez une experte, elle la cite, qui dit à cette mère...
mais votre enfant s'en remettra. Mais c'est pas une psychiatre, c'est une experte en monstruosité. Comment une experte qui a sans doute jaugé l'état mental de cette fillette peut dire à une mère traumatisée presque autant que son enfant, sinon plus, parce qu'elle sait qu'elle vit avec son bourreau, cette jeune fille, mais votre petite fille s'en remettra. Mais comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Donc oui, toute la chaîne de protection a failli, mais maintenant on demande au C'est le gouvernement périscolaire, l'affaire Liana, l'aide sociale à l'enfance. d'arrêter les constats et de passer vraiment à l'action. Jules Torres, moi je suis frappé par ce que dit cette maman à cette directrice d'établissement, sa colère. Arrêtez d'euphémiser. C'est des viols sur des enfants de 3 à 5 ans. On est dans une école maternelle, hein, Jules Laurent. Ouais, école maternelle. Oui, mais encore une fois, parce que depuis un certain nombre d'années, la parole des enfants, en effet, on la prend pour de l'affabulation. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs, souvenez-vous, lors de la manifestation que 100% Frontières avait suivie par les personnels du périscolaire qui disaient finalement, nous on ne croit pas, on croit davantage les enfants. Bah oui, quand il y a de telles exactions, quand il y a de telles violences, quand il y a de telles horreurs qui sont dénoncées par des enfants, je pense que la moindre des choses dans une société comme la nôtre, c'est de les écouter. Alors après, oui, il y a les experts, oui, il y a des juges d'instruction, oui, il y a des procureurs, et ils font avec ce qu'ils ont, ils font avec la matérialité des faits, on en parle souvent. C'est très dur aujourd'hui quand il y a le témoignage d'une enfant de 5 ans, une situation familiale qui est extrêmement dure pour, par exemple, un OPJ de la brigade des mineurs, de décider est-ce que la mère a raison, est-ce que le père a raison, est-ce que l'enfant de 5 ans n'est-il pas, inféodé par sa propre mère. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dur. Donc moi, je veux bien qu'on soit là dans une forme aussi de bafouement de la présomption d'innocence. Chaque affaire est différente. 70 000 plaintes, c'est énorme. Moi, j'aimerais bien juste avoir une question. C'est combien il y a de pédocriminels en France ? Parce que la Civise dit c'est 160 000 enfants qui sont victimes chaque année d'agressions sexuelles. Bon, déjà, je pense que ce chiffre est largement minoré parce que 160 000, c'est juste ce qu'on connaît, donc évidemment, il y a sans doute plus, mais 160 000 enfants, on voit bien qu'un pédocriminel a toujours plusieurs victimes, au doigt mouillé, ça fait à peu près entre 50 000 et 100 000 pédocriminels en France. Je ne sais pas si on se rend compte. Parce on disait que c'est de la démagogie d'étudier 170 000 plaintes. Moi, j'aimerais bien qu'on mette 50 000 à 100 000 personnes en prison ce soir, aujourd'hui. Écoutez un deuxième extrait de cette réunion qui a mal tourné. Je veux juste dire 2 minutes quelque chose aux parents maintenant. Voilà. Parce que, en fait, votre enfant, il a peut-être été victime et vous êtes dévasté. Il a peut-être été victime et juste, vous ne le savez pas. Parce qu'un enfant, il n'a pas les mots. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait pas. Voilà. Et peut-être vous vous demandez, vous vous posez des questions, vous ne savez pas. Et peut-être que par chance, votre enfant a été épargné. Peut-être. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que votre enfant, il a été exposé à un danger, à un grave danger. Et que moi, personnellement, j'appelle ça de la non-assistance à personne en danger. Quand on a toutes les informations que vous avez, quand on sait qu'il y avait un rapport en 2015, il y avait une enquête en 2015, donc ça fait plus de 10 ans, avec 50 recommandations. 50 recommandations, pas une a été appliquée depuis 2015, pas une. Rien du tout. Rien du tout. Vous aviez plein d'informations. Vous recrutez n'importe qui pour nos enfants. Et moi, si je crie aujourd'hui, c'est parce que je suis en colère, parce que les enfants, ils n'ont pas la voix pour parler, ils n'ont pas les mots pour dire. Moi, j'ai pu vous dire, en 2015, on était tous Charlie, je suis Charlie, machin. Et ben moi, aujourd'hui, je suis un enfant violé. J'en ai rien à faire des discours politiciens. C'est extrêmement fort. Je rappelle donc que c'est lors d'une réunion dans un établissement scolaire parisien, dans une école maternelle, suite à des plaintes pour viol sur enfants, alors qu'il y avait un pédocriminel donc, dans cette école. Et je suis très frappé par ça parce que les parents ne savent pas forcément si leur enfant a été victime. La semaine dernière, il y a eu un rassemblement devant l'école Saint-Dominique dans le 7e arrondissement, école maternelle là encore, puisque l'un des éducateurs était visé par une plainte pour inceste de la part de son propre fils et il était au contact d'enfants de 3 à 5 ans, il aurait fait 9 victimes. J'ai écouté le témoignage d'une maman sur France 5. Antidépresseur toute la journée, insomnie, son fils ne parle pas, et elle pense qu'il est victime. Mais elle n'en a pas la certitude parce qu'il est enfermé dans le mutisme. Et vous devez vivre avec ça tous les jours. Tous les jours de votre vie, vous devez vivre avec cette question. Est-ce qu'on a touché à mon enfant ? Voilà. C'est sûr que, de toute façon, sur ces enregistrements-là, c'est une volonté des parents, finalement, de nous les avoir transmis. Ils voulaient que, finalement, cette parole qu'ils ont donnée début 2026, parce que, finalement, ça fait quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette réunion d'information ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? C'est les questions qui nous ont été transmises. Il y a une semaine, finalement, lorsqu'on nous a transmis ces enregistrements, on nous dit on vous les donne parce que nous, on a l'impression que ça n'a pas avancé,
qu'on a parlé à la directrice, qu'on a nommé les choses lors d'une réunion d'information, qu'on a dit qu'il y avait des viols, qu'on a dit qu'il n'y avait aucune transparence. Et nous, on voit toujours aucune réponse, si ce n'est le fait que quand on accuse la mairie, finalement, aujourd'hui, d'avoir couvert des viols et autres, on se risque à des plaintes pénales vis-à-vis d'Emmanuel Grégoire. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est des parents qui sont désemparés, qui disent qu'ils ont nommé les mots, on en a les preuves, et qui aujourd'hui se retrouvent finalement délaissés, et avec la peur de la rentrée de l'année prochaine, de septembre prochain, et de se dire qu'est-ce qui sera différent finalement en septembre prochain par rapport à l'année où j'ai exposé mes enfants à des pédocriminels. Et donc un dernier extrait de cette réunion où cette même maman dit ça suffit les excuses. Il n'est pas là le temps des excuses, le temps de la justice. Moi, ce que je veux, c'est qu'on protège mes enfants. Alors l'heure, elle n'est plus aux excuses. L'heure, elle n'est plus aux explications et à reprendre l'emploi du temps de ce monsieur. L'heure, elle n'est plus là, elle n'est plus à la présomption d'innocence. L'heure, maintenant, elle est à la réparation des préjudices. Elle est à l'action. Vous voyez, parce que les préjudices pour les victimes, le préjudice, il est infini en fait. Il est irréversible. D'accord? Et vos excuses, elles changeront rien. Elles changeront rien à ça. Vos excuses ne changeront rien. Vos excuses ne répareront évidemment pas les enfants. Et ce qui est fou, c'est que évidemment ces enfants, ils vont vivre avec ça toute leur vie. Mais même la justice n'est pas là pour mettre un stop. Quand il y a une relaxe, alors le parquet a fait appel, quand il y a des réquisitions qui demandent 1 an de prison ferme pour un homme qui s'en est pris à 9 enfants, quand on voit qu'il n'y a pas une détention provisoire, et c'est l'exemple que je prends à longueur d'émission. Il y a une manifestation Place Vendôme, il y en a une tous les lundis d'ailleurs, c'est intéressant, ils ne les interdisent plus maintenant, parce que la première ils l'ont interdite. Évidemment c'était une faute politique majeure. Tu n'interdis pas une manifestation de colère au moment où on découvre le corps de la petite Liana et où on sait qu'elle a été violée. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en garde à vue Andrea Bescon. Qui est Andrea Bescon? Elle a fait un film et un spectacle qui s'appelle Les Chatouilles sur l'inceste qu'elle a subi pendant son enfance. Donc tu te retrouves avec Andrea Bescon qui est en garde à vue, alors que Jérôme Barella, il n'a pas fait 1 heure de garde à vue pour l'affaire Rosa, qui a subi plus de 50 viols. Tout est résumé. C'est l'activiste qu'on met en garde à vue qui dénonce l'inceste, et c'est pas le pédocriminel. Oui, on marche sur la tête. On marche sur la tête, on est en train de se rendre compte avec tous ces témoignages, évidemment, également des années d'omerta, des années où on n'a pas parlé justement de ces problèmes-là. Et le plus terrifiant, c'est que les sanctions, en réalité, elles ne sont pas là. Comme je disais hier, moi je pense même dans l'affaire Liana, les sanctions, on n'y est pas encore. Il faut faire attention aussi, parce que le Conseil supérieur de la magistrature pourrait dire, et au lieu de la révocation, il pourrait uniquement mettre un blâme. Moi je veux saluer véritablement la force de cette maman, en l'occurrence, qui a la force déjà de parler, qui a le courage de parler. Cette colère, elle est tellement légitime, peu importe en fait ce que dit Emmanuel Macron, cette colère, elle est légitime, elle doit absolument s'exprimer. Et je voulais revenir sur l'euphémisation tout le temps, partout, par cette directrice en l'occurrence, par les magistrats, par les politiques. Et c'est sur tous les sujets tout le temps. Sébastien Lecornu qui dit que la fête de la musique, ça s'est bien passé. On parle d'aide active à mourir, on parle pas d'euthanasie. On ne sait plus aujourd'hui mettre des mots sur les choses, on ne sait plus aujourd'hui exprimer notre colère. Et c'est vraiment une bonne chose qu'en l'occurrence les parents commencent à le faire. C'est génial qu'on ait pu avoir ces témoignages, véritablement je le pense. Pour véritablement changer les choses, il faut absolument que ça continue comme ça. Le but c'est que ça se passe bien à la rentrée, quoi. C'est-à-dire que d'abord, effectivement, ça devrait être ça l'urgence. On n'est pas sur une loi en octobre, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, etc. Les parents, ils ont envie de se dire, est-ce que je vais amener mon enfant le 1er septembre et ça va bien se passer? C'est ça qui est sidérant. Ils n'arrivent même pas à comprendre. Et pourtant, vraiment, ce sont aussi des mères de famille, des pères de famille. Dans la magistrature est majoritairement composée de femmes. Donc je ne comprends pas. C'est comme si dès que vous faisiez partie du système, eh bien vous étiez tout de suite dans un réflexe de c'est pas ma faute. Mais Éric Tegner, ça ne peut pas bien se passer à la rentrée. C'est ça qui est le plus angoissant pour les parents qui sont dans l'obligation maintenant légale d'emmener leurs enfants dans le périscolaire à Paris ou ailleurs. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, vous n'allez pas avoir des gens que vous allez trier sur le volet, qui vont avoir la formation adéquate, dont on va regarder le casier judiciaire. Donc moi, la colère aussi que je sens monter, enfin je ne sais pas si vous l'avez noté, Jules, mais c'est ça. Mais en septembre, mon enfant qui est en maternelle, je travaille, je dois l'emmener dans le périscolaire, ça a été mis en place. Mais qui? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux profils? Quel type de nouveaux profils? Est-ce que je vais avoir le droit d'accéder à la personne qui va faire du périscolaire à mon enfant? C'est ça ça peut pas bien se passer en septembre. C'est trop court, on pourra pas recruter des gens, ils seront pas formés, et pourtant le périscolaire est obligatoire. C'est la une de Frontières, Éric Tegner, et parlons-en, ces pédocriminels parmi nous. Ils sont parmi nous. Ils sont au périscolaire, ils sont à l'aide sociale à l'enfance. Évidemment, ils sont là partout où il y a des enfants. Ils sont en colonie de vacances parce que ce sont des prédateurs qui traquent des petites proies, qui sont les enfants. Ils sont au sein des familles, parce qu'on a eu des histoires d'inceste, évidemment. On a commencé l'émission comme ça. Donc, ils sont parmi nous.
Oui, ils sont parmi nous et souvent d'ailleurs ils sont dans des positions où c'est le plus proche des enfants et sur des positions également où ils sont dans un esprit de supériorité. C'est intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé quand il y avait le scandale dans l'église. Bizarrement, aujourd'hui, on a plus de mal à mettre les mots. Il y a quand même une sorte de deux poids, deux mesures. C'est un peu comme le périscolaire, parce que c'est une ville tenue par la gauche, eh ben, on prend beaucoup plus de temps à en parler. C'est ça l'immense problème. C'est-à-dire que, moi, je parlerais d'ailleurs même pas de pédocriminel, je parlerais de pédophile. C'est-à-dire que c'est déjà une atténuation de la gravité, comme si pédocriminel, ben, c'était condamnable, et pédophile, d'une certaine façon, ça passait. Moi, je parle de pédocriminel parce que, et je préfère le terme pédocriminel parce que phile, c'est qui aime les enfants. Un pédocriminel n'aime pas les enfants, il les détruit. Donc moi, j'aime pas le terme de pédophile, je préfère le terme de pédocriminel. Il y a des pédophiles parce qui que, se soignent, qui tentent en tout cas de se soigner. Parce que c'est tout sauf aimer les enfants que de les massacrer de la sorte. Oui, mais il y a un énorme problème. C'est-à-dire qu'il y a tous les scandales aussi, à un moment, des personnes qui vont commencer à prendre des vidéos, prendre des photos, etc. Ils ne vont pas passer à l'acte, mais ils vont être dans cette zone grise qui aujourd'hui, effectivement, est criminalisée. C'est un énorme problème qu'on connaît effectivement depuis des années. Et c'est là où moi, la petite recommandation que je donnerais aussi aux parents parfois par rapport aux réseaux sociaux, c'est de préserver au maximum les enfants. Ça ne veut pas du tout dire que c'est la faute des parents, etc. Mais il y a des prédateurs aussi sur les réseaux sociaux qui collectent des milliers d'images, de vidéos, etc. Et donc, il faut être extrêmement prudent quand on met en avant nos enfants. Mais d'ailleurs, ça va rendre parano. Hein. Quand vous avez un enfant, ça va rendre parano. Bien sûr, parce que vous allez vous dire, vous allez devenir parano, peut-être même, dès qu'il y a quelque chose qui paraît pas normal, vous allez vous dire, on a touché à mon enfant, en fait. Hein. Julien Audoul, vous qui êtes père. Mais exactement, et on en vient à douter de tout. On en vient à avoir peur de tout. Et moi, je note la phrase de cette maman très courageuse qui dit « Peut-être par chance, votre enfant va être épargné ». Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, en France, il faut compter sur la chance pour que votre enfant ne croise pas un monstre qui va s'en prendre à lui? Est-ce qu'il faut compter sur la chance pour avoir des personnels qualifiés qui s'occupent de nos enfants? Est-ce qu'il faut compter sur la chance pour avoir une justice expéditive qui sanctionne, qui mette à l'abri? Est-ce qu'il faut compter sur la chance pour, encore une fois, on puisse élever nos enfants en toute quiétude, en toute tranquillité? Il est là le drame. Et ce qu'on observe aussi dans cette histoire, c'est le gouffre abyssal, l'océan qui sépare les familles, qui exprime une douleur, une souffrance, une détresse, et une administration, mais qui traite ce problème de pédocriminalité comme si on traitait un problème de cantine, avec toujours les mêmes procédures. On a fait intervenir, on attend le rapport Intel, la mission Flash, etc. Mais on n'en a rien à faire. Encore une fois, ce gouffre insupportable, qui est le fait aussi d'années de déresponsabilisation, où on n'a plus d'empathie, où ces gens-là, en fait, sont totalement froids, secs, ils ne réagissent plus, ils ne comprennent plus, en fait, ce qui se passe dans notre pays. Ils ne comprennent plus la gravité des choses, parce qu'on les a tellement noyés sous la paperasse, parce qu'on a tellement édulcoré, et effectivement, euphémisé les problèmes, que quand on touche un enfant, quand on viole un enfant, ben, c'est un problème comme un autre. Alors non, c'est jamais un problème comme un autre, et il faut, à un moment donné, qu'il y ait des exemples qui soient faits, que les pédocriminels aient peur dans notre pays, que la pédocriminalité soit considérée véritablement comme que la lutte contre la pédocriminalité comme une cause nationale et pas comme un slogan, et que la justice frappe une bonne fois pour toutes. Alors, puisque vous parlez de justice, nouvelle illustration des failles judiciaires. Alice, une maman suisse, a été victime d'un viol à Paris en juin 2025. Pourtant, son agresseur a été condamné pour agression sexuelle à 2 ans de prison avec sursis. Donc, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a eu une agression sexuelle, mais on ne le met pas en prison. Mickaël Dos Santos. Juin 2025, Alice se rend à Paris depuis la Suisse pour un rendez-vous professionnel. La jeune femme quitte la station de métro Cadet, entre dans un immeuble. Un homme se glisse derrière elle. J'avais vraiment l'impression d'être une proie, d'être un petit lapin et d'avoir un loup. Parce qu'il m'a vraiment sauté dessus et puis en fait il m'a directement attrapé et mis le bras entre mes jambes. Il m'a soulevée et j'ai absolument pas compris ce qui se passait. Alerté par ses cris, plusieurs personnes viennent lui porter secours. L'agresseur, lui, quitte les lieux. L'homme, un réfugié ukrainien, l'avait suivi depuis le métro. Il sera rapidement identifié grâce à son titre de transport. Alice porte plainte et est entendue par les policiers. Problème, son viol ne sera jamais constaté. Mais l'erreur qui a été faite, c'est qu'effectivement, je n'ai pas vu de médecin légiste à ce moment-là. Ce n'est qu'en arrivant en Suisse que je suis allée assez vite, tout de suite voir mon gynécologue qui a pu constater donc des lésions internes et qui a fait un rapport contestant qu'il y avait bien eu pénétration.
Ce rapport, qui aurait pu permettre de requalifier les faits en viol, n'a pas été ajouté au dossier par son avocat, au risque d'être jugé irrecevable et provoquer la relaxe de l'agresseur. Jugé finalement en septembre dernier pour des faits d'agression sexuelle, l'homme déjà connu pour exhibition a écopé de 2 ans de prison avec sursis. Ça me rend complètement folle de savoir qu'il est en liberté aujourd'hui, encore en France. Depuis son viol, Alice éprouve plusieurs difficultés, notamment celle de renouer avec son corps. Vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Sabrina Medjeber. C'est-à-dire qu'on a un constat et on a des lésions. C'est pas versé au dossier, donc on ne garde pas le terme de viol, agression sexuelle. Donc 2 ans de prison avec sursis, le tout de la part d'un réfugié, donc quelqu'un qu'on accueille en France, voilà, encore, et qui va violer Alice. Oui, bah, évidemment, ça me rappelle l'histoire dramatique de Claire Géronimi. Souvenez-vous, violée par une personne qui était sous le coup d'une OQTF, complètement escamotée d'ailleurs. Et qui a porté plainte pour inaction sécuritaire. Et qui a, absolument, en effet, avec le fils de Bernard Carayon, Guilhem Carayon. Absolument, qui porte une association. Donc, en effet, nous voilà encore une fois dans le cas d'une victime de viol commise par un étranger. Je rappelle que les étrangers sont largement surreprésentés dans les agressions sexuelles, notamment dans les transports en commun. C'est pas moi qui le dis, c'est le service des statistiques du ministère de l'Intérieur, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille. Il y a délibérément un problème aujourd'hui pour les femmes dans les grandes conurbations parce qu'il y a un terrorisme qui ne dit pas son nom, qui s'appelle le terrorisme sexuel, qui passe par le sifflement parce qu'une femme porte une mini-jupe, qui passe par la guerre des yeux, qui passe par les insultes, qui passe par les frottements, qui passe par le suivisme, qui passe par jusqu'à aller au viol, puisque c'est le cas d'Alice. Et en effet, la justice n'est encore une fois pas au rendez-vous. Éric Dupond-Moretti avait dit que ça pouvait être sympathique de se faire siffler dans la rue. Oui, bien sûr. Et je rappelle que Mme Caroline Dehaas et ces grandes féministes de Salon Brahman avaient expliqué qu'il fallait élargir les trottoirs et que pointer justement le fait que énormément d'étrangers commettent des agressions sexuelles était raciste, parce que vous voyez, ce mot racisme, ce geyser de moraline soulevé en permanence par ces féministes, incapables de mettre le doigt sur une réalité sociale que subissent les Françaises au quotidien. Alors, on va se trouver dans un instant, on va revenir sur l'affaire Liana et information de nos confrères d'Europe 1, alors même qu'on a évoqué tous ces drames pendant 1 heure. La priorité, c'est, figurez-vous, dans une boucle WhatsApp, plusieurs centaines de magistrats s'organisent contre Gérald Darmanin. Voilà. C'est pas une exception. Donc au lieu de s'organiser contre la pédocriminalité, ils s'organisent contre Gérald Darmanin qui menace de sanctions l'une des leurs. C'est une chose extrêmement choquante. On va en parler dans une seconde. Gardez vos arguments. Je vois beaucoup de colère en vous, à juste titre. On en parle à midi dans 100% Frontières. De retour dans 100% Frontières, l'État incapable de protéger nos enfants. On va revenir sur les suites de l'affaire Liana et cette toute dernière information de nos confrères d'Europe 1, les magistrats qui s'organisent contre Gérald Darmanin. Et c'est vrai qu'on a vu, je ne vais citer personne, mais même des magistrats qui ne sont pas de gauche, faire preuve d'un corporatisme, mais qui est vraiment hallucinant. Moi, je dis tout de suite, il n'y a aucun corporatisme dans la profession de journaliste. De aucun côté. Et je trouve ça très bien, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable qu'un journaliste. Excusez-moi, je rigole. Mais affaire Liana, dans une boucle WhatsApp, donc vous voyez des magistrats qui s'organisent contre Gérald Darmanin. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de s'organiser contre les pédocriminels, ils s'organisent contre les magistrats. Bien sûr. C'est-à-dire que ce niveau de corporatisme, il y a une petite fille qui est morte, il y a une personne qui va être sanctionnée peut-être, 2 gendarmes qui ont été mutés. Vous avez vu la gendarmerie s'organiser contre la mutation des gendarmes ? Non. Dans ce cas-là, ça serre les rangs, ça serre les dents, et voilà. On sait ce qu'un militaire. Pas pour rien qu'on dit la grande muette. Voilà. Parce qu'on prend la sanction, même si on la trouve pas justifiée, et on se tait. Parce qu'il y a une petite fille qui est morte. Non, eux, ils se taisent pas. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, je ne citerai personne, mais il y a même des magistrats qui m'ont surpris dans la séquence. Parce que je pensais pas qu'ils étaient à ce degré de corporatisme après tout ce qu'ils avaient dénoncé. C'est quasiment une religion. C'est ça, c'est un dogme. C'est un clan. On va en parler juste après le journal de Somaya Labidi, le journal de midi. Inquiétante pour commencer. Pour la première fois, un cas d'Ebola identifié sur le territoire français. Le porteur du virus mortel est un médecin de retour de République démocratique du Congo où l'épidémie fait rage. Une situation suivie de très près par le Premier ministre Sébastien Lecornu. À la une également, c'est officiel. Édouard Geoffrey annonce le report des oraux de 10 000 candidats au bac. Les épreuves du brevet prévues ce vendredi sont maintenues, mais se dérouleront en matinée pour contrecarrer les fortes chaleurs.
S'agissant du brevet, puisque vous savez qu'il y a épreuve vendredi matin de français du brevet, cette épreuve, comme toutes les épreuves d'examen du matin, est maintenue, puisqu'elle est le matin, elle se terminera à 12h15, avec néanmoins un certain nombre d'aménagements pour permettre aux élèves d'être dans des situations un peu plus confortables. Les chefs de centre d'examen pourront donc décider de 2 pauses. C'est une épreuve en 3 étapes. Donc il y aura une pause de 15 minutes entre chaque étape de l'épreuve, pour permettre aux élèves d'être pouvoir un peu s'aérer, etc. Et évidemment, toutes les règles qui d'habitude président, notamment le fait qu'on n'a pas le droit d'aller aux toilettes pendant la première heure, etc., ne trouveront pas à s'appliquer, de manière à ce que tout élève qui a besoin de se rafraîchir puisse évidemment le faire. Et évidemment, les consignes seront passées pour tout ce qui est distribution d'eau, etc. Donc les examens se dérouleront moyennant ces conditions particulières, comme prévu vendredi matin pour tous nos élèves de brevet. Et puis qui dit température caniculaire dit risque d'incendie. 35 départements du centre, de l'ouest et du sud du pays présentent un risque élevé. Hier, ce sont 25 hectares qui sont déjà partis en fumée à Auxonne. C'est là que vous vous trouvez, Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, bonjour. Quelle est la situation sur place ce midi? Racontez-nous. Eh bien écoutez, regardez tout simplement ce que ça fait, 25 hectares qui ont été brûlés hier, tout simplement parce qu'un engin agricole était en train de travailler sur ces champs et donc une étincelle et 25 hectares qui sont partis en fumée. Alors évidemment, les pompiers de Haute-Garonne sont sur le qui-vive depuis maintenant une dizaine de jours à cause de cette forte chaleur et évidemment encore plus depuis que la vigilance rouge canicule est mise en place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans toutes les casernes, ils sont prêts à venir sur tous les incendies. Hier, il y a eu en tout 14 départs de feu ici dans le département. La vigilance est donc de mise. Merci pour ce point complet. Jean-Luc, merci également à Clément Lopez qui vous accompagne. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à midi, Gauthier. Merci beaucoup, Somaya. On va donc revenir sur ces magistrats qui s'organisent dans une boucle WhatsApp. Des centaines de magistrats contestent les conclusions d'un rapport d'inspection. Près de 20 jours après la découverte du corps de la petite Liana dans le Gers, la crise provoquée par la procédure disciplinaire demandée par le garde des Sceaux s'étend désormais au sein de la magistrature. Selon différentes sources judiciaires concordantes, plusieurs centaines de magistrats ont rejoint une boucle WhatsApp afin d'organiser la riposte après la suspension d'un substitut du parquet d'Auch en charge de l'enquête. Un bras de fer semble désormais engagé avec le garde des Sceaux. Donc on peut dire malgré tout qu'ils partent en guerre contre effectivement la décision de Gérald Darmanin. Alors je rappelle qu'on est au début de cette procédure, que effectivement cette magistrate ne peut plus faire son travail normalement et on va voir si après elle est sanctionnée. Jules Torres. Mais donc c'est vraiment l'esprit de corps de la magistrature. C'est le réflexe corporatiste qu'on a vu dès le lendemain de la mort de Liana. Moi je me souviens de la présidente du syndicat de la magistrature et de tous les cadres du syndicat de la magistrature qui sortaient dans les médias pour dénoncer ce qu'ils voyaient comme une cabale contre les magistrats. Même le syndicat majoritaire, l'Union syndicale des magistrats, sortait et avait quasiment peu ou prou même le discours de dire finalement Gérald Darmanin veut se payer les magistrats. Alors que dans cette affaire, même si beaucoup de personnes réclament la démission de Gérald Darmanin, le pré-rapport, on verra le 10 juillet pour la deuxième mouture de ce rapport-là, dit qu'il y a 2 gendarmes qui ont fauté et la substitut du procureur. Donc à un moment donné, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des magistrats qui se révèlent comme ça, parce que c'est pas seulement une riposte. Moi, j'ai lu les informations du service police-justice d'Europe 1. C'est des centaines de magistrats qui s'organisent pour bloquer la riposte du garde des Sceaux. Ils veulent bloquer les boîtes mail du cabinet du ministre de la Justice. On peut quand même considérer que c'est pas au rôle de magistrat. Ils veulent écrire de manière massive au Conseil supérieur de la magistrature pour saturer les services du Conseil supérieur de la magistrature qui possiblement va prendre la sanction ou en tout cas donner un avis conforme ou défavorable sur ce substitut du procureur. Il y a beaucoup plus grave. Il y a des magistrats et notamment une magistrate qui anticipe et qui veut possiblement dénoncer une propre faute grave qu'elle n'aurait pas commise, pour saturer encore une fois les services. Il y en a certains qui disent qu'il faut une journée morte le 29 juin, donc c'est-à-dire droit de retrait, renvoi de certaines affaires. Donc par exemple, les 70 000 plaintes, possiblement, il pourrait y avoir un renvoi là-dessus. Il pourrait y avoir aussi un retrait de certaines habilitations mineures, donc les magistrats spécialisés. Donc c'est un véritable scandale que font les magistrats. Éric Tegner, on est donc à un degré de violence contre les enfants, mais vraiment
j'allais dire inédit, Ouais, en tout j'avais cas vu. inédit dans leur révélation, parce que sans doute que ça se passait avant, mais on ne le savait pas. Et la priorité des magistrats, c'est de s'organiser contre une suspension et peut-être une future sanction qui n'a pas encore eu lieu. Non, mais je veux dire, c'est un énorme scandale. C'est-à-dire que là, c'est du grand n'importe quoi de la part de cette magistrature. Alors moi, j'entends, hein, ces derniers jours, on nous disait, c'est une minorité de gens, c'est 10 personnes. Là, ils sont des centaines. Ce sont les premiers à nous expliquer que pour modifier la moindre chose, il faut des mois d'enquête, etc. En revanche, c'est des gens qui ne savent pas comprendre très vite que normalement, vous envoyez peut-être pas, il faudrait peut-être demander des réformes, de ne pas envoyer ça par la poste et de faire un mail. En revanche, ils savent s'organiser pour faire une boucle WhatsApp, pour être tout de suite à essayer d'importer les méthodes de LFI. Parce que c'est ça, hein, c'est des activistes, c'est pas des magistrats, hein, pardonnez-moi. Hein. Pour moi, le magistrat par excellence, c'est l'homme neutre, l'homme qui a du surplomb, l'homme qui est là pour rendre justice au nom du peuple. Pas pour se comporter comme un militant LFI, à essayer de dire on va bloquer les boucles mail, etc. C'est d'une indignité la plus absolue. Et là, on comprend pourquoi, en fait, Gérald Darmanin, il se retrouve à s'en prendre plein la gueule, pardonnez-moi l'expression, ces derniers jours, parce qu'il le sait. Il sait pertinemment les magistrats. Il connaît les noms de ces magistrats. J'ai envie de vous dire, au moins, il y a un avantage à cette boucle WhatsApp. C'est qu'eux-mêmes ont fait la liste de tous ces magistrats sur lesquels il y a une véritable indignité aujourd'hui. Ce sont des magistrats rouges qui, en fait, ne font que de la politique et n'en ont rien à faire. Parmi eux, il devrait y en avoir qui diraient « Écoutez, les amis, je suis d'accord avec vous, Gérald Darmanin, on n'est pas d'accord, mais en attendant, moi, j'ai une pile de dossiers. Et moi, c'est la même chose. Je vois des magistrats ces derniers jours qui ont du temps pour aller faire des conférences. Mais c'est les mêmes qui nous disent qu'ils ne peuvent pas traiter le dossier d'une jeune fillette de 7 ans qui est violée parce que, soi-disant, ils n'ont pas le temps. Ils se moquent du monde. Et je vais vous donner une information exclusive des équipes de 100% Frontières. Le projet d'une tribune de 100 magistrats qu'ils veulent publier dans les prochaines heures dans Le Monde. Donc c'est une exclue et c'est l'un des participants de la fameuse boucle WhatsApp que révèle Europe 1 qui nous a fait parvenir cela. Donc on va sortir très certainement dans les prochaines minutes l'une des phrases les plus fortes de cette tribune qui n'est pas encore sortie dans Le Monde, mais on voit que la magistrature donc s'organise, qui a un esprit de corps absolument dingue. Julien Audoul, on a une petite fille qui est morte, mais vraiment le plus important, c'est de sauver leur petit poste et surtout que ça ne leur retombe pas dessus. Mais peut-être qu'ils vont faire condamner Gérald Darmanin, comme ils ont fait condamner Éric Tegner parce qu'il a juste cité quelques avocats qui participent à un business pro-migrants. Ils ne supportent pas effectivement qu'on puisse les nommer dans une enquête ou que le ministre de la Justice puisse dire « Eh bien, un tel a fait telle erreur et donc suspendu et donc peut-être sanction ». Peut-être qu'ils feront condamner demain Gérald Darmanin à 6 mois de prison avec sursis et qui sera dans la cellule adjacente d'Éric Tegner. Ce corporatisme des magistrats est véritablement immonde. Immonde au regard de l'émotion qu'a généré le drame de la petite Liana. C'est le règne de l'impunité. Ils ne sont responsables de rien, il ne faut jamais les viser, jamais les toucher. Ils ont un pouvoir divin. Voilà. Et la moindre critique, effectivement, les met hors d'état, hors d'eux. Et aujourd'hui, ils se mobilisent pour leur petite carrière. Ils sont là pour protéger les Français, pour servir la justice de notre pays. Or, ils protègent uniquement leur petite carrière. Ce corporatisme, on peut le comparer aussi à ce système du périscolaire, où ils se sont tous protégés les uns les autres, où il ne fallait pas dénoncer la brebis galeuse, où il fallait la renvoyer vers un autre centre, où chacun était dans le mutisme le plus total, alors qu'il se passait des choses abominables, scandaleuses. Mais qui sont ces gens ? Qui sont ces gens, en fait, qui jouent avec la vie de nos enfants et qui vont passer du temps, Éric Tegner a bien raison, ils vont passer du temps, leur énergie, leur journée, leur soirée, uniquement pour des boucles WhatsApp, pour se coaliser, pour écrire des tribunes. Alors qu'il y a tellement d'affaires, alors qu'il y a tellement de choses à traiter pour protéger nos enfants, je trouve ça scandaleux. Alors, revoyez un extrait de ce qui s'est passé autour de Liana, puisqu'on était en soirée spéciale hier, un extrait du documentaire. Et effectivement, contrebalancer ça à la réaction corporatiste des magistrats, et dites-vous, une petite fille a perdu la vie, mais la magistrature s'organise, tribune dans Le Monde, boucle WhatsApp contre Gérald Darmanin, etc., etc. Vendredi matin à 7h05, elle est montée dans le bus et comme tous les matins, c'est la plus gentille des filles, la plus polie. Elle me dit « Bonjour Gérald, ça va ?» Et elle se met assise ici, à ma droite. Voilà. Et ici, le siège de Liana, où elle se mettait tous les matins et tous les soirs. Elle se mettait assise comme ça, s'attachait et on discutait. Liana est une petite fille plutôt sociable, qui parle beaucoup, qui est plutôt appréciée autour d'elle. Elle était souriante, elle était heureuse de vivre. On parle d'elle comme une enfant joviale, très sympathique, très solaire. Liana a aussi été victime d'harcèlement scolaire pendant quelques mois. Mais malgré tout,
Elle restait une enfant joyeuse qui n'avait pas d'idées noires. À 15h05, la journée de cours de l'élève de 6e s'achève. À la sortie de l'établissement, la jeune fille monte à bord d'une Peugeot 3008 grise qui semble l'attendre. C'est la dernière fois que Liana sera aperçue en public. Voilà. Et pendant ce temps, les magistrats s'organisent contre Gérald Darmanin, qui était donc hier sur le plateau de l'Heure des Pros, je vous proposais de l'écouter, et qui a dit qu'il y a eu des dysfonctionnements et qu'il pourrait prendre des sanctions. On a essayé de comprendre comment les plaintes précédentes, et notamment celle d'août 2025, qui concerne la petite Rosa, n'a pas été conclusive au point de mettre hors d'action Monsieur Barella, qui manifestement serait l'auteur de tous ces viols et de tous ces drames. Et j'ai commandé un rapport que j'ai rendu public. Voilà qu'un jour je l'ai annoncé, et désormais tous les Français peuvent constater le dysfonctionnement grave de la justice et de la gendarmerie, puisque le rapport dit bien que le dysfonctionnement vient des deux côtés. Ce n'est pas un problème de moyens. Il y avait moins d'activité au parquet d'Auch, même s'il y a évidemment de l'activité, et il y a beaucoup de travail au parquet d'Auch, mais il y en avait moins en 2025 qu'en 2024. Et que par ailleurs, il n'y avait pas des plaintes pour crimes sur les enfants tous les jours, et qu'il y avait un renforcement de magistrats, puisqu'un 4e magistrat est arrivé en septembre dernier, donc il y avait 4 magistrats au parquet. Voilà, donc il y a eu, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que Rosa, c'est 50 viols. Bon, c'est 50 viols, Hélène Roux. Et personne n'a jugé que cette plainte était suffisamment urgente à traiter. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être une sanction au tribunal d'Auch qui était très rapide pour juger les agriculteurs quand ils se mobilisaient. Et donc voilà pourquoi il y aura une sanction. Et vous avez donc un contraste saisissant. L'affaire Liana, le périscolaire, les pédocriminels parmi nous, pour reprendre la une de Frontières, mais les magistrats qui s'organisent contre les sanctions, contre Gérald Darmanin, contre cette suspension de cette magistrate à Auch. Mais Éric Techner a raison de parler de LFI. Il y a un peu une LFisation, effectivement, dans la méthode, dans le modus operandi. C'est-à-dire que ça m'a fait penser, pour faire un parallèle, avec Raphaël Arnaud qui répond à Quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Vous ne répondez pas aux questions, vous mettez en cause ceux qui les posent. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les magistrats, aujourd'hui, devraient répondre précisément de ce qui s'est passé, devraient subir des sanctions. Et bien on ne le fait pas. On met en cause ceux qui les posent. C'est-à-dire on met en cause, en l'occurrence, Gérald Darmanin. C'est exactement la même méthode qu'LFI use tous les jours sur les plateaux télévision et dans leur communication de manière générale. Éric Revel, comment vous jugez ce corporatisme jusqu'au boutiste qui ne supporte pas... en fait, c'est-à-dire un policier, s'il est mis en cause, garde à vue, détention provisoire, ça va très rapide. Ah oui. Enquête. Voilà, enquête. Un magistrat, s'il est mis en cause, en fait, il ne faut surtout pas qu'il réponde de ses actes. Si vous voulez, le corporatisme de la justice française, une grande partie, à mon sens, il est alimenté par une source intarissable qui est le sacro-saint concept de l'indépendance de la justice. Au nom de l'indépendance de la justice dans ce pays, vous n'avez rien le droit de dire sur la justice. Mais la dépendance du peuple français au laxisme de la justice, est-ce qu'on peut en tenir compte? Est-ce qu'on peut en parler? Indépendance face à dépendance du peuple français sur ces affaires, mais sur d'autres, au laxisme de la justice. Est-ce qu'on peut... maintenant, je ne sais pas quelle sanction aura le substitut d'Auch. Je sais que le garde des Sceaux peut aller contre l'avis du CSM s'il s'agit de magistrats du parquet. Pas du siège, mais du parquet, il peut aller. Mais là, si vous voulez, la pression que va subir Gérald Darmanin, parce que vous voyez bien, vous parlez de cette boucle WhatsApp, vous parlez de cette tribune dans Le Monde, mais le garde des Sceaux, il va être pris dans un feu absolument incroyable. Bon, il a montré qu'il avait de la poigne et de la volonté, mais s'il va à l'encontre de la décision gentille ou pas du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, à la fin, c'est lui qui tranche. Oui, bien sûr, mais là, qu'est-ce qui risque de se passer? Il va se couper encore plus de ces magistrats du parquet et du siège. C'est explosif. Pascal lui posait cette question hier. Si le CSM va contre votre avis, évidemment que c'est vous qui tranchez sur les magistrats du parquet. Mais dans quelle situation politique, à l'intérieur même de votre ministère, ce corporatisme va vous mettre? Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on voit là, ils sont en train d'organiser l'opération. Il faut sauver le soldat à Auch parce qu'ils savent que s'il y en a une qui tombe, derrière, tous les autres peuvent tomber. Oui. C'est-à-dire qu'ils se battent bien plus pour essayer. Pas un magistrat n'a été révoqué pour son travail dans l'histoire de la 5e. Vous avez vu l'énergie qu'ils mettent pour sauver l'un d'entre eux qui pourtant est responsable par rapport à l'énergie qu'ils ne mettent pas pour essayer de traiter un certain nombre de plaintes sur les violences sur mineurs. C'est ça qui est sidérant. Et moi, je veux rebondir sur ce que vous avez dit, Éric Revel. Ils nous disent
tous les 4 matins qu'ils sont attachés à l'indépendance de la justice, que le garde des Sceaux a finalement peu d'autorité sur eux. Donc en gros, qu'ils sont autonomes et indépendants. Ça veut donc dire que c'est leur faute. Mais pardonnez-moi, s'ils revendiquaient de dire c'est pas nous, c'est le politique, les dépendance directe, etc. Là, ils ont créé un État dans l'État. Donc le jour où il y a une défaillance, c'est leur faute. Juste ajouter quelque chose. Il y a des ministres régaliens, je pense à Bruno Retailleau, qui a démissionné à côté de la plaque parce qu'on ne lui avait pas dit que Bruno Le Maire serait ministre de la Défense dans un gouvernement. Il aurait mieux fait de démissionner sur la renégociation de l'accord de 68 avec l'Algérie. Eh bien là, peut-être, je dis peut-être, je ne suis pas à sa place, mais si vraiment le Conseil supérieur de la magistrature le met en porte-à-faux sur les sanctions individuelles qui doivent être prises, il a une occasion, aux yeux des Français... Ils vont nous mettre Christiane Taubira, ils vont aller nous chercher du grand... Mais bien sûr, c'est ce qui va se passer. Vous savez pourquoi? Mais oui, c'est leur... Vous avez raison, on a vu des alternances au ministère de l'Éducation qui nous ont laissé pantois. Je veux juste parce qu'il faut au bout d'un moment mettre des mots, parce que les magistrats, ok, ils font esprit de corps, mais qu'est-ce qui s'est passé pour la petite Rosa dont la maman avait fait une conférence de presse, hein? Qu'est-ce qui s'était passé? Puisque 50 viols qui n'ont pas été pris au sérieux alors qu'il y avait eu des constatations médicales et psy. Voilà. Donc revoyez cet extrait de la conférence de presse de la maman de Rosa. Rosa, âgée de 10 ans au moment des faits. Elle rencontre Barella dans un club de sport où elle est inscrite avec sa mère Audrey. Damien, coach du club, se souvient du comportement étrange de Barella. À un moment donné, il s'est rapproché d'une élève et voilà, on sentait que... On a commencé à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, très vite, je me suis dit, moi dans ma tête, c'était pas possible. Je me suis dit, il cherche à approcher la maman à travers la fille. Et je me suis trompé. La petite Rosa aurait été victime de viol pendant 9 mois, entre septembre 2024 et mai 2025, à chaque fois au domicile de Jérôme Barella. Pendant des semaines, la fillette garde le silence. Mais un changement d'attitude interpelle sa mère. Elle posait beaucoup de questions sur le sexe de l'homme. J'ai dans un premier temps mis ça sur le pont de l'adolescence et de la découverte de la sexualité. Jérôme Barella contacte très régulièrement la jeune fille, notamment sur WhatsApp. Il cherche à la voir le plus souvent possible. Et lorsque la mère de Rosa s'y oppose, car elle commence à s'interroger sur ses réelles intentions, Barella rentre dans un chantage complètement délirant. Qu'il va se suicider si je laisse pas voir ma fille, qu'il m'a menacé, ma fille elle a eu peur. Il y a eu des manipulations très fortes de M. Barella qui a dit à la petite, si tu parles, j'irai en prison et je me suiciderai, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a tardé avant de parler. Et vous voyez, on m'envoie ce qu'il y a dans cette boucle WhatsApp. Et effectivement, c'est ce que disait Jules Torres. Il y a l'une de ces magistrates qui dit pourquoi pas bloquer la boîte mail du cabinet du garde des Sceaux en s'auto-dénonçant. Voilà. Mais leur objectif, il faut quand même être très clair. Ils veulent la démission de Gérald Darmanin. Ils veulent bombarder de mails Gérald Darmanin pour tous s'auto-dénoncer. Ils veulent la démission de Gérald Darmanin, c'est extrêmement clair. L'objectif de ce corporatisme, il est à la fois idéologique, ça c'est clair. Il est à la fois en effet l'effet de corps, mais ils veulent obtenir la démission d'un ministre qui, objectivement, depuis qu'il est arrivé, leur mène un petit peu la vie dure quand même. Parce que Gérald Darmanin, quand il arrive, il passe après des années de Christiane Taubira, il passe après Nicole Belloubet, il passe après Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas tout à fait l'ami des magistrats, il passe après Didier Migaud. Enfin, c'était une révolution pour eux. Et donc là, si Gérald Darmanin va contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, en effet, c'est quelque chose d'explosif, c'est quelque chose qui, sur des affaires d'erreur ou de négligence, n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Il y a bien eu un magistrat qui a été condamné l'an dernier pour inceste, justement. C'est intéressant. L'an dernier, il y a un magistrat qui a été révoqué pour inceste. C'est le seul ces dernières années. Donc, c'est pas du tout sur des questions de négligence, c'est sur des questions de probité et de conformité avec l'exercice de service public qu'il mène. Mais ça n'est jamais arrivé. Même quand Nicolas Sarkozy avait décidé sur un pouvoir de nomination, là en l'occurrence en 2007, avec un magistrat qui s'appelait Philippe Courroy, eh bien, d'être contre l'avis du CSM, faut voir ce qu'il a pris. Il faut voir ce que Rachida Dati, c'est pas Nicolas Sarkozy qui avait décidé ça, c'est Rachida Dati, ce qu'ils ont pris ensuite des années après. Ils ont mené une guerre politique. Donc il y a cette guerre et elle n'est pas prête d'être terminée. Je vous propose d'écouter Maître Tomasini. Alors elle est dure avec Gérald Darmanin, mais elle est aussi surtout très dure avec les magistrats, parce qu'elle les a vus, les magistrats, au travail. Et donc elle dénonce une forme de laxisme qu'on voit tous les jours. La relaxe dans le périscolaire, la réquisition à 1 an de prison ferme dans un deuxième procès du périscolaire, comme on a commencé notre émission sur cette maman. Donc écoutez Maître Tomasini, c'était hier dans notre édition spéciale et c'était très fort.
On fait quoi ? On fait beaucoup de choses parce qu'il faut tout réformer. Et moi, je suis très en colère parce que, effectivement, j'ai écouté M. Darmanin avec attention. C'est très bien de sanctionner des magistrats, voire des gendarmes. Il le faut. Et c'est tant mieux. On s'étonne du fait qu'auparavant, personne ne l'avait fait et on loue M. Darmanin. Mais ce n'est pas le sujet. Je crois que ce sont uniquement des acteurs d'un système complexe, complètement dysfonctionnant. M. Darmanin, c'est le pilote dans l'avion. Monsieur Darmanin, il est responsable. Vous savez, j'ai fait le calcul. 70 000 plaintes qui doivent être réexaminées en un mois. Ça fait quoi ? Ça fait 9 à 12 secondes pour étudier un dossier où il y a des vies brisées. Monsieur Darmanin, il a eu 5 fois plus de temps pour venir sur les plateaux de télévision expliquer qu'il allait sanctionner les magistrats. Il faut aussi 9 à 12 secondes pour qu'un ministre démissionne. Voilà, mon constat, il est sans appel, parce que j'ai le sentiment qu'on a été placé sous soumission chimique. Tous les Français, tous autant que nous sommes, soumission chimique des mots, des paroles, des politiques. Et on a laissé faire, on sait laisser faire, voire plus. Aujourd'hui, il faut tout reprendre à zéro. On a des magistrats qui sont politisés, des magistrats qui sont incompétents, des magistrats qui sont débordés. On a des psychiatres qui ne sont pas formés. On a également des officiers de police judiciaire qui sont incompétents et qui sont en effectif trop réduits. Et puis surtout, Monsieur Lebret, l'État ne sait pas compter. Parce que figurez-vous que la Civise avait fait des recommandations, 82 recommandations, et elle avait précisé qu'il fallait 2,7 milliards pour sauver les enfants en danger. Vous savez combien coûte à la société, in fine, c'est-à-dire une fois que les enfants ont été violés et abusés, vous savez combien ça coûte à la société ? Ça coûte 9,7 milliards. Alors, ça ne serait pas une bonne gestion que, justement, de donner ces 2,7 milliards en amont pour pas qu'il y ait de victimes, plutôt que ça coûte à la société 9,7 milliards. Ce que je retiens de ce qu'a dit Maître Tomasini, elle parle de magistrats incompétents, débordés, politisés. Rappelez-vous les magistrats qui avaient dit à Stéphanie Bonhomme, la maman d'Elias, que c'était une victime écervelée. Exactement. Et des magistrats qui refusent de la rencontrer. Parce que la maman d'Elias, elle veut rencontrer les magistrats qui ont failli dans l'affaire de son fils. Ils refusent de la rencontrer. Gérald Darmanin a dit qu'il regrettait cette décision. Il regrettait cette décision. Il n'a pas le pouvoir de forcer les magistrats à rencontrer la maman d'Elias. Effectivement, lui, il l'a rencontré. On va se retrouver dans un instant et on va parler de Didier Deschamps qui a perdu sa maman et qui va quitter le mondial de foot. Et vous voyez, ce mondial résonne. C'est-à-dire que face à la naissance ou face au décès, on quitte le mondial. Qu'on soit Jérémy Doku qui attend un enfant ou Didier Deschamps qui perd sa maman. Et j'ose espérer que sur aucun plateau de télé, on va entendre des présentateurs nous dire que Didier Deschamps aurait dû rester. Parce que face au deuil ou à la naissance, bah oui, il y a quelque chose de plus fort qui vous appelle qu'un match de football. Alors il a nommé évidemment son adjoint, Guy Stéphane, qui va le remplacer et il reviendra ensuite. Mais oui, face à la perte d'une maman ou à la naissance d'un enfant, effectivement, on quitte le mondial. On va en parler dans un instant, à tout de suite. Didier Deschamps quitte le mondial, le temps du week-end et de ce match vendredi contre la Norvège, le 3e match de poule de l'équipe de France pour aller enterrer sa maman. Et il y a le mondial, vous savez, qui a été aussi marqué par le départ du Diable Rouge, le joueur belge Jérémy Doku, qui a accueilli son enfant d'ailleurs cette semaine et qui va revenir dans les prochaines heures au mondial. Donc face à la naissance ou face à la mort, on quitte le mondial pour quelque chose de plus grand et de plus important. Or, il y a une journaliste de la chaîne L'Équipe qui a été suspendue d'ailleurs de manière injuste, ça il faut le dire, hein, on a le droit de dire ce qu'on pense et la liberté d'expression, mais qui a dit que c'était un moment dégueulasse, l'accouchement, et que Jérémy Doku aurait dû rester au mondial. J'ose espérer que personne ne va dire à Didier Deschamps qu'il aurait dû rester au mondial et ne pas aller enterrer sa mère. Face à la mort, ou encore une fois face à la naissance, on se retire effectivement de ce qu'on fait et on va là où la priorité est. On en parle juste après le journal de Somaya.
Emmanuel Macron assure être aux côtés des Français en cet épisode de canicule. En Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé la nécessité d'avancer sur l'atténuation et l'adaptation. Tout le gouvernement reste mobilisé sur les questions de santé, de sécheresse et de feu et sur les conséquences de ce brasier, notamment pour les agriculteurs et l'organisation d'événements estivaux. À la une également, près de 70 000 foyers privés d'électricité en Bretagne. En cause, un incident sur un transformateur. Les opérations de sécurisation et de rétablissement sont toujours en cours, selon le préfet du Finistère. Pas de retour à la normale avant la fin de la journée, a-t-il précisé. Et puis coup d'envoi des soldes d'été, des soldes perturbés par ce gros coup de chaud. À Rennes ou Nantes, des événements commerciaux au centre-ville ont dû être reportés, alors que dans le même temps, depuis le début du pic de chaleur, la fréquentation des centres commerciaux est en hausse de 4%. Merci beaucoup, Somaya Labi. On est heureux de savoir qu'Emmanuel Macron est à nos côtés fait. pendant C'est la canicule. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie qu'il soit à nos côtés très longtemps encore. Didier Deschamps contraint de quitter le mondial et de rentrer en France après le décès de sa mère. Didier Deschamps peut compter sur le soutien de ses joueurs et de son staff, puisqu'il y a une minute de silence qui a été organisée hier par les joueurs. Un message aussi de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux propose de voir cette minute de silence. Vous connaissez l'épreuve que traverse le coach. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on ait une pensée pour lui, au moment où il traverse une période très douloureuse. Et puis qu'on reste unis et solidaires pendant ce moment, derrière Guy, et qu'on fasse tout pour que lorsque le coach va revenir, juste après le match de la Norvège, il soit prêt à reprendre l'équipe pour aller vers ce qu'on attend tous sur ce parcours. Donc une minute, s'il vous plaît, de recueillement. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Voilà. Jules, l'amoureux de foot que vous êtes, je trouve ce moment très émouvant. Et puis, on peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé pour Jérémy Doku et la polémique qu'il a dû subir parce qu'il a quitté le mondial pour aller assister à la naissance de son enfant. Et il y a quelque chose qui résonne à ce moment-là, c'est-à-dire le début de la vie et la fin de la vie. Et à ce moment-là, effectivement, l'homme que vous êtes, il doit être aux côtés de son enfant qui vient de naître ou de sa mère qui part. Oui, bien sûr, parce que là, les images qu'on voit et ce deuil, ça nous ramène à notre humanité. Et Didier Deschamps a déjà vécu ce genre de choses, puisqu'en 2022, il avait dû quitter un rassemblement de la Ligue des Nations, car son père était décédé. Là, aujourd'hui, il vient de perdre sa mère. Il, évidemment, quitte le mondial de manière express. Il a raison de le faire. C'est beau que Kylian Mbappé, quelques minutes après, ait fait un mot en tant que capitaine pour apporter son soutien et partager le deuil de Didier Deschamps, même si je ne suis pas sûr qu'on puisse partager ce deuil. Ce deuil, c'est quelque chose d'extrêmement singulier, de solitaire. Il va évidemment revenir après le match France-Norvège, le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à la mère de Didier Deschamps et à Didier Deschamps, c'est de l'emporter face à la Norvège, de se qualifier et puis d'aller au bout de se qualifier et ensuite d'avoir la première place. Pour les phases à élimination directe et ensuite de passer chacun des tours. Mais voilà, donc oui, c'est ce rapport à l'humanité qui est assez beau et il y a beaucoup de clivages dans notre société, il y a beaucoup de moments tristes, même sur des sujets comme la paternité de Jérémy Doku. Donc là, je pense que oui, dans le malheur, on peut voir un petit peu de bonheur. Et oui, il y a des clivages même sur quand un père souhaite assister à la naissance de son enfant. C'est ce qu'on a malheureusement vu les derniers jours. Et là, j'ose espérer que personne ne contestera le fait que Didier Deschamps ait quitté le mondial, comme on a contesté le fait que Jérémy Doku aille assister à la naissance de son premier enfant. Bah oui, il y a quelque chose qui nous dépasse à ce moment-là. Et si vous voulez, les ambitions personnelles de chacun, pour plein de raisons, si elles ne sont pas capables de s'effacer pour une maman qui part ou un enfant qui apparaît, c'est bien triste. Parce qu'à la fin, c'est d'ailleurs le message de David Beckham, qui a soutenu Jérémy Doku, qui a dit à la fin, les titres, ils restent dans un placard. Ouais. Par contre, le souvenir d'avoir été là pour son enfant, son premier enfant qui naît, il te poursuit toute ta vie. Et si tu n'as pas été là, il te poursuivra toute ta vie. Oui, vous avez raison. Il y a eu des mots prononcés par cette journaliste qui sont affreux. C'est un moment dégueulasse. Vous voyez, moi, j'ai coupé le cordon ombilical de mes 3 enfants. C'est pas un moment dégueulasse, c'est un moment plus qu'émouvant. C'est le moment de la vie. Qu'est-ce qu'il y a plus important que la vie ?
Mais vous voyez, dans toute cette actualité mortifère qu'on commente, cette explosion de la société française, cette violence, ce moment-là, cette minute de silence que vous avez montrée, elle était émouvante parce qu'en fait, elle replace l'humanité au cœur de ce que devraient être les priorités d'une société. Vous voyez, là, on s'en fout de savoir que Dembélé est efficace ou pas, que tout ça est mis de côté. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir son enfant naître et qu'est-ce qu'il y a de plus triste que de voir ses parents disparaître. Voilà. Il a perdu son père en 2022, il perd sa maman en plein mondial. J'ai vu des photos de Didier Deschamps absolument dévasté et qui ne le serait pas. Voilà. Donc, si vous voulez, tout le reste, c'est pas grave. Et c'est pour ça, Voilà. c'est exactement ça. C'est parce que c'est un homme bon aussi. Tous ceux qui ont critiqué Jérémy Doku, je ne sais pas dans quel état ils se sentent ce matin quand ils voient Didier Deschamps partir pour enterrer sa maman, parce que ça les renvoie à ce qu'ils ont dit sur Jérémy Doku. La naissance, c'est aussi important que le décès, c'est le début de tout. C'est exactement ce que vous dites, ça nous renvoie à notre propre humanité au début de la vie et à la fin de la vie. Et effectivement, ils n'auraient pas dit la même chose sur Didier Deschamps, je pense. Je pense que si la journaliste de l'équipe était toujours à l'antenne et n'avait pas été suspendue, m'étonnerait qu'elle ose dire à Didier Deschamps pourquoi tu quittes le mondial, c'est la chance d'une vie, c'est la fin de ta carrière, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, tu quittes le mondial alors qu'on doit être premier du groupe, etc. M'étonnerait qu'elle ose dire ça. Alors pourtant, elle a osé le faire sur Jérémy Doku. Je ne sais pas si elle repense à ce qu'elle a dit à la lecture des événements et à ce qui se passe pour Didier Deschamps. Ah oui, non, mais je pense que là, tout le monde est unanimement d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Moi, ce que je note, c'est que Didier Deschamps, c'est un homme simple. C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu comme tous les Français. Et donc, d'une certaine façon, ce qu'il fait là, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est normal, c'est naturel. Et c'est cette simplicité que je trouve extrêmement émouvante. C'est-à-dire qu'on est souvent avec des personnalités dans le monde du football, c'est le showbiz, il y a beaucoup d'argent, etc. Et parfois, ce sont les gens qui sont tout en haut qui s'oublient. Qui oublient de voir leurs parents, qui oublient de s'accorder sur ce type de moment. Et donc, de voir qu'une personne qui est tout en haut en ce moment, dans un tel moment, n'a pas douté un seul instant et est un homme comme les autres et veut retourner voir sa mère pour l'enterrer, c'est très beau. Et de voir derrière aussi le collectif de l'équipe. C'est-à-dire l'équipe qui est derrière. On est bien loin d'il y a une dizaine d'années, bien sûr, mais on sent l'émotion dans ces images. Et je trouve que ça incarne vraiment comment un sélectionneur, un chef d'équipe, peut aussi permettre à d'autres de se surpasser, parce que c'est important, c'est inspirant. Il a tout changé. Quand vous voyez le documentaire de Netflix sur Naïsna, ça chantait pas la Marseillaise, ça respectait pas les consignes. C'est une autre époque. Ça faisait grève. Il a tout changé. Il a changé l'équipe de France. Tout l'état d'esprit. Ça parlait pas aux journalistes. Ça narguait les supporters. Ça perdait. Voilà, ça perdait beaucoup. Il a tout changé. Il a tout changé. Et peut-être aussi que beaucoup de commentateurs sportifs n'ont pas su profiter du règne de Didier Deschamps, qui a fait quand même 2 finales de Coupe du Monde, 3 en tant que, si j'ajoute celle en tant que joueur, il en a gagné 2 sur 3. 1 euro. Et 1 euro qu'on perd face au Portugal, effectivement. Et peut-être, on ne sait pas l'histoire, mais peut-être une nouvelle finale de Coupe du Monde, Hélène Rouet. Et ça nous renvoie à notre propre humanité, ce deuil de Didier Deschamps et cette naissance autour de Jérémy Doku. Vous l'avez dit, la naissance, la mort, ce sont des choses qui nous dépassent. Il n'y a rien de plus transcendantal que de donner la vie. Il n'y a rien de plus normal et naturel d'être là quand ses parents sont en train de partir. Donc moi, je suis très touchée par cette image de l'équipe de France, cet hommage aussi de Kylian Mbappé. Je trouve qu'il est très bien amené. Et en fait, avec eux, c'est une manière, c'est tous les Français aussi qui ressentent aussi la souffrance, le deuil de Didier Deschamps. Parce qu'évidemment, perdre ses parents, c'est quelque chose qui arrive quand même à tout le monde. Donc en fait, ça nous renvoie véritablement à notre humanité. Ça redit aussi que finalement, ce n'est qu'un ballon, que les titres ne sont que des titres. Et voilà, et je pense que tous les Français sont derrière Didier Deschamps dans cette épreuve. Et pour répondre en revanche sur France Piron et cette journaliste de l'équipe, je pense qu'elle n'aurait jamais dit ça, effectivement, de la mort. Mais c'est aussi intéressant de voir à quel point... C'est-à-dire qu'en fait, la mort, on est tous unanimement complètement d'accord. En revanche, le fait de donner la vie, le fait de faire la chose la plus transcendantale qui peut exister pour un papa qui veut être là auprès de sa femme, c'est vrai que c'est curieux de voir à quel point il y a un 2 poids 2 mesures entre la naissance et la mort. C'est pas inintéressant. Ouais, alors que les deux sont tout autant sacrés. Oui. Mais effectivement, c'est intéressant. On va dire un mot de la canicule, mais façon 100% frontière. Vous allez voir. Donc, alors que la France vit un épisode caniculaire exceptionnel, la ville de Neuilly a décidé de restreindre l'accès de sa piscine municipale. Tiens,
en réservant l'entrée à ses habitants afin de faire face à une fréquentation jugée ingérable. La préférence communale. Ben donc on est allé poser la question, qu'en pensent les habitants? Pourquoi la mairie de Neuilly fait ça? C'est pas les seuls. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls, oui, mais on a pris l'exemple. Bien raison. Ça, c'est là, vous stigmatisez les habitants de Neuilly. Et son maire. Pourquoi le maire de Neuilly ne veut pas les autres habitants? C'est intéressant. Écoutez les habitants. Le week-end, il y a beaucoup de monde. Alors c'est normal qu'ils laissent peut-être la priorité à ceux de Neuilly, des quartiers alentours qui peuvent venir, après je ne veux pas faire mais plutôt ceux de Nanterre, peut-être de Gennevilliers, des alentours, quoi. Je pense que c'est pour ça. Et c'est pour ça, je pense qu'ils mettent une police municipale maintenant pour plus surveiller. Parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé? Des problèmes, je crois qu'il y a 3-4 ans, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des bagarres dans la piscine. Il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelques années, la piscine n'était pas restreinte aux habitants de Neuilly et c'était le bazar. On a donc essayé. Vous avez des rixes, si vous ouvrez une piscine à tout le monde, vous avez des rixes. C'est le reflet de la société française. Et moi, je suis habitante de Neuilly-sur-Seine. Ce que je constate quand même, c'est qu'il y a beaucoup de monde en été dans la piscine. Donc limiter, ça me semble quand même cohérent. Il y avait des bandes qui perturbaient beaucoup les bassins. Ils jouaient au ballon, vous voyez, et ils provoquaient vraiment des nuisances dans les bassins. On a eu les années précédentes beaucoup de monde qui venait des villes des alentours. Et il y a eu quand même des soucis, des vols, des bagarres. C'est bien parce que ça évite d'avoir une surcharge dans une piscine. Déjà qu'il y en a beaucoup des habitants à Neuilly, parce qu'il y a moins de surcharge et il y a moins d'habitants de tous les coins, le Valois, etc., qui peuvent venir et que ça bouche, entre guillemets, la piscine de Neuilly. Pour qu'il y ait plus une sécurité, entre guillemets, pour les enfants et pour nous-mêmes et qu'on soit plus aussi agréable et qu'il y ait plus de place, entre guillemets, c'est mieux aussi. Julien Audoul, pourquoi le maire de Neuilly fait ça? Parce qu'il nous explique que c'est pour une jauge. Mon œil, parce que sinon tu mets une jauge et tu laisses tout le monde venir. Tu choisis pas les habitants de Neuilly par rapport aux habitants aux alentours. Donc qu'est-ce qu'ils craignent? Bon, déjà, il a raison à double titre. Il a raison parce que la priorité locale, qui est un principe que nous défendons, ça favorise d'abord les habitants de Neuilly, et c'est les habitants de Neuilly qui ont financé la piscine de Neuilly, jusqu'à preuve du contraire, avec leurs impôts. Et puis, il y a aussi un sujet qui est d'ampleur nationale, c'est que les piscines sont pour la plupart devenues des zones de non-droit, des zones de bordel, où les racailles viennent en masse. Ah, vous pensez que c'est anti-racaille? Oui, bien sûr. Vous en doutiez? Bien sûr, c'est une disposition anti-racaille. D'accord. Partout en France, même dans les piscines de la ruralité, vous avez des racailles qui viennent mettre le bordel, qui perturbent les dispositifs, qui sont insupportables pour les gens qui veulent tout simplement nager et passer un bon moment en famille. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, et rappelez-vous d'ailleurs, c'était je crois en Suisse, c'était la Suisse qui s'était plainte parce que il y avait un grand nombre entre guillemets de Français d'origine étrangère qui venaient en Suisse foutre le bordel dans les piscines helvétiques. Donc très clairement. Et les Suisses ne voulaient plus des Français, comme vous l'avez dit. Évidemment. Et on s'est retrouvé amalgamé. Et évidemment. Donc cette mesure, je pense que d'une, effectivement, ça favorise les habitants de Neuilly, mais de deux, ça les prémunit contre des hordes de racailles qui viendraient perturber les piscines. C'est une décision anti-racaille, comme le dit Julien Audoul, Éric Tegner? Ah ben ça, c'est une certitude. Et je pense que les habitants de Neuilly en sont absolument ravis. Après, ça montre en effet l'hypocrisie. Ça veut dire que, à un moment... c'est pas Jean-Charles à Neuilly qui fait la rixe. C'est pas les personnes qu'on a interviewées qui ont fait des rixes l'été d'avant. Voilà, ce sont des gens. Ni Jean-Charles de Levallois-Perret. Non plus. Ce sont des gens qui viennent de certains quartiers, de certaines banlieues, etc. Et donc évidemment, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit pas eux qui viennent. Moi, je vais vous dire, je me suis tenté une fois à Quoi Boulevard. J'étais dans le 15e. On m'y reprendra pas. On m'y reprendra pas. Vous avez fait le toboggan dans la grosse balette? Ah non, mais atroce. Ah ouais, c'est chaud. Sabrina, est-ce un arrêté anti-racaille? Mais évidemment que c'est un arrêté anti-racaille. Évidemment que je comprends la décision de ce maire, car en effet, il y a des hordes, et d'ailleurs très souvent des hommes, qui viennent perturber la piscine avec de la musique. On l'a tous vu, musique à fond. Parfois, certains amènent des mini-chichas. Ça drague les femmes lourdement. Donc oui, en effet, il y a des personnes
issus de certaines cultures qui n'ont pas la conception de la grande médiéviste Régine Pernoud qui nous explique voilà ce qu'est l'amour courtois dans son livre La femme au centre des cathédrales. Donc en effet, c'est une des raisons, je pense, qui amène le maire à prendre cette décision. Voilà, non mais c'est vrai, il faut le dire. remettre la piscine au centre Mais du oui, village. oui. Pour parler. Pardon, je vous ai Non, coupé. mais simplement, voilà. C'est pas la seule mairie de Neuilly. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Puteaux, il y a Courbevoie. Oui, Malmaison aussi prend le même arrêté. Bon, je pourrais faire un bon mot en conseillant aux habitants de Neuilly d'aller à la piscine municipale de Nanterre, vous voyez, mais je suis pas sûr que. Bon, mais au-delà de ce problème-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, on vit une canicule absolument infernale et terrifiante. Après, il y a le canal Saint-Martin qui est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai mon épouse qui allait nager à Puteaux. Vous voyez, eh bien, depuis, elle ne peut plus y aller parce que c'est réservé aux habitants de Puteaux. Bon, et voilà, et je considère pas, je considère pas, si vous voulez, qu'elle fasse partie de la population dont vous parlez. Prenez un petit maillot de bain et au canal Mais souvenez-vous des émeutes dans des parcs d'attractions. Mais c'est tous les ans. Tiens, le parc Astérix, où il y avait des émeutes absolument incroyables. Dans les bases nautiques, vous savez, les bases en plein air qui sont ouvertes, certaines ont été fermées il y a 2 étés parce que c'était n'importe quoi. Bizarrement, il n'y a pas ça au Puy du Fou. Certaines sont gratuites. Il y a des meutes là-bas. Certaines entrées sont gratuites. Avant de quitter... sympathique pour le vivre ensemble, si je peux me permettre. Avant de quitter l'antenne et de vous retrouver à 21h pour leur inter de 100% politique, on veut quand même vous révéler en exclusivité ce qu'il y aura dans la tribune, si elle est publiée. Des magistrats, tribune qui doit être publiée vraisemblablement dans les colonnes du Monde. Donc je demande à Benjamin Olivier de nous le montrer. Personne ne s'engage dans ces métiers pour travailler ainsi. Personne ne veut participer à un système qui devient maltraitant pour celles et ceux qu'il est censé protéger. Voilà le premier extrait. Aujourd'hui, c'est Hoche, mais ça pourrait être n'importe où en France. Lorsque tous les professionnels reconnaissent leur quotidien dans les failles révélées par cette affaire, peut-on encore parler uniquement d'erreurs individuelles? Donc là, c'est contre les sanctions peut-être à venir contre cette procureure d'Hoche. Nous ne demandons ni indulgence ni immunité, toutefois une justice protectrice qui ne déprête pas par circulaire les mutations d'office, les retraits d'habilitation ou autres sanctions n'empêcheront pas un nouveau drame. Voilà, donc c'est vraiment une tribune contre les sanctions. Il est temps d'engager un débat collectif, etc. Oui, il nous en fume. Voilà, donc c'est vraiment la corporation qui se réveille et qui est contre les sanctions que peut prendre peut-être Gérald Darmanin. En tout cas, il y a déjà une suspension. J'imagine, Pierre de Villeneuve, que ça sera la une de Midi News. Ces informations qu'on a eues à Europe 1 sur effectivement cette fronde des magistrats qui s'organise sur une boucle WhatsApp d'ailleurs. Tout commence par une série de discussions entre différents magistrats. On décrypte tout cela. Derrière, on ira effectivement parler de la canicule avec différents endroits très pénibles, notamment les pressings où il est très difficile aujourd'hui de travailler et pourtant la vie continue. Et puis à 14h, Alain Madelin, on parlera de la dette, des retraites, des impôts et peut-être d'autres choses. Très bien. Et ça sera donc à suivre dans Midi News. Tout de suite sur CNews. Moi, je vous retrouve ce soir pour l'heure inter de 100% politique. Très belle journée sur CNews. Faire un petit peu.